Bienvenue sur 777 TV, Tour en réel. Aujourd'hui, on est dans la première émission du média Dis-moi Tour. On va aller à la rencontre des personnes qui font la culture et qui font briller notre département et notre ville. Ça va être l'occasion de revenir sur leurs histoires, leurs évolutions, leurs échecs, leurs réussites aussi surtout, et de les transmettre à notre communauté et au reste du monde. Plusieurs objectifs: partager, inspirer et motiver les nôtres. On sait qu'on a beaucoup de potentiel dans notre zone. Il est temps d'en prendre bien conscience, de le dire et de le propager. On va discuter avec des humains qui ont des parcours de vie différents, qui évoluent dans différents domaines, avec comme point commun le fait qu'ils viennent tous du même endroit, les 3-7. Donc c'est parti, Dis-moi Tour, premier épisode, let's go. Nous ne pouvons pas cesser de répéter. Ça galère, j'y arrive pas donc manie je vais. Tu veux t'amuser à venir tester notre respect. Attention, si tu crains pas la peur, tu vas y rester. Et c'est notre camp de base, toujours en place. Je suis fier de ma ville donc je prévois des grands bails. C'est mon camp de base. Je suis fier de ma ville donc on prévoit des grands bails. Pour la première émission de Dis-moi Tour, c'est un invité particulier, une figure incontournable de la ville. C'est quelqu'un qui a évolué dans la lumière et dans l'ombre. Et je pense que c'est la première fois qu'il va revenir un peu sur la globalité de son parcours ici. Et c'est cool qu'il le fasse avec nous sur 777 TV. Donc entrepreneur, artiste, producteur, rassembleur, créateur d'émotions, organisateur d'événements, homme de positivité aussi, déterminé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le temps qui l'a montré. Un vrai débrouillard du 37, que beaucoup auraient enterré ou momifié vu son blaze, mais il est toujours bel et bien là. Justement, on va revenir sur son parcours, son évolution, ses échecs, ses réussites et son audace aussi. Donc certains le connaissent sous le nom de Ramsès, d'autres sous le nom de Royal, Black Tech aussi, mais là il est plus connu sous le nom de Pharaon. Plusieurs blazes pour plusieurs vies, mais un point commun, l'enracinement à la ville et à la culture de Tours. Pour la première émission de Dis-moi Tour, c'est un plaisir d'accueillir le plus égyptien des Tourangeaux, Pharaon. Comment vas-tu? Ça va et toi? T'as ouf. Ah ouais. Bah ça va, hein, ça va, tranquille. Tranquille et toi? Ok. Bon bah déjà merci d'être venu. Première question déjà pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi en quelques phrases. Présenter en quelques phrases, bah ceux qui veulent connaître, ceux que ça intrigue, parce qu'apparemment depuis le temps on m'appelle toujours par mes blazes. Mon vrai nom de famille, c'est Yedi Kissa, issu de la famille Yedi Kissa. Le prénom, c'est Cendric. Maintenant, communément, je suis connu au nom de Pharaon actuellement. Jadis, pour les anciens, c'est Royal. Les plus intimes encore, c'est Black Tech. Voilà, je suis né le 30 août 83, à Nanterre dans le 92. Mais j'ai grandi au Congo-Brazzaville. Je suis rentré au Congo, j'avais 3 mois. Et je suis revenu en France, j'avais 16 ans, suite à des situations politiques particulières au Congo, là. Ce qui fait que il y a eu un changement radical et brutal d'atmosphère entre le Congo et la France quand je suis arrivé. C'est plutôt ce changement qui m'a donné une vision de conquérant, je pense. Ouais, dès que je suis arrivé en France, j'ai eu une période de transition où j'étais plutôt en retrait, timide. Le temps de capter un peu l'univers, un nouvel univers qui se dessinait pour moi en fait. J'ai compris que pour l'affronter, il fallait être conquérant tout simplement. Donc à partir de là, je suis venu m'installer à Tours avec les parents, la famille. Depuis Tours et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ok. Donc du coup, t'es 3 premiers mois de ta vie en France. Et après, t'es parti directement au Bled. C'est ça. Pendant 16 années, du coup. C'est ça, 16 années. Ouais. T'as quoi comme souvenir du Bled et tout? Le Bled, faut résumer le Bled, tu l'as un peu dit dans ma présentation, c'est le positif. Bled, c'est tellement, t'es tellement connecté à la nature que, ça te met de bonne humeur, en fait. Ça te rend positif. Donc, je pense que ce que je retiens surtout du Bled, c'est ça, hein, c'est la joie, la gaieté, le positif, toujours aller de l'avant, la connexion, le rapport avec le Dieu, la nature. C'est vraiment ça que ça t'inspire le Bled, en vrai. Okay. Surtout quand t'es dans la phase où t'es enfant jeune. Après, quand tu grandis, forcément, t'as d'autres priorités, une autre vision de la vie, mais du temps que j'ai passé là-bas, moi, c'est ça que je retiens, en fait, ça m'a rendu positif, ouais. Ok. Le Bled pendant Congo-Brazzaville. C'est ça. Pendant 16 années de ta vie.
c'est les événements de guerre, etc. C'est ça, qui fait revenir en France. Ouais. En fait, en vrai des vrais, si il y aurait pas eu ça, je pense pas que j'aurais eu l'honneur de vous connaître, par exemple. Ouais, c'est ça qui a forcé l'arrivée en France. Hein. Sinon, sans ça, je pense que t'es bien au bled. Ouais, t'es bien. Il y avait pas de projet particulier de vouloir venir en Europe. Hein. C'est le projet de Dieu. Apparemment. C'est ça, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, je confirme que c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est sûr. C'est ça. Du coup, t'es allé au Bénin aussi? T'as fait une petite phase au Bénin? Ouais, en fait, je dois parler. S'il faut qu'on parle vraiment de cette phase-là, il y a de quoi écrire un livre. Ah ouais? Parce que là. Juste sur le Bénin. Le passage, le départ du Congo pour arriver au Bénin, arriver ici. Franchement, t'as de quoi faire une trilogie, hein, 3 épisodes, là, je crois. Au résumé, en gros, on est parti en jour de semaine. Ça doit être un mardi ou un mercredi. Nous, on allait à l'école. On partait à l'école, je crois que c'était à la pause de midi, donc on devait aller l'après-midi. En rentrant pour justement la pause de midi, la daronne nous dit que bon là, faut partir vite fait au village. Quand on reviendrait le lundi pour les cours, donc ça se calme un peu. Mais quand on est parti au village, on se doutait pas que c'était la dernière fois que tu remettrais les pieds au village. C'est ça. Et que c'était la dernière fois qu'on voyait le pays, en fait, le pays, tu vois. Donc on est parti. On arrive au village, le soir même. On voit qu'il y a d'autres délégations qui nous rejoignent. Là, on comprend qu'il y a un problème parce que dans la délégation, il y avait des têtes lourdes du gouvernement de l'époque, tu vois. Même quand t'es gamin, quand tu vois des têtes que t'as l'habitude de voir à la télé, qui sont en face de toi, prêts à tes cales. Qui stressent un peu. Tu te rends compte que là, il y a un problème. Hein. Ouais. Donc là, du coup, et ça va pas tarder. Hein. Le soir même, on a poursuivi vers Kinshasa, Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, on est arrivé là-bas, on a dormi dans un camp, là, la première nuit, un camp militaire. Après, un camp de réfugiés. Après, il fallait trafiquer les blazes pour pouvoir sortir parce que comme le daron, il était un peu dans les affaires pétrolières du bled, là. Il fallait essayer de sortir en scred, donc il fallait trafiquer les blazes. Donc là-bas, on a trafiqué les blazes, on a pris des blazes nigériens pour passer par le Nigeria. Le Nigeria, après, c'est de là qu'on est parti au Bénin. C'était une machine de ouf, c'était une combinaison de dingue, tu vois. Donc après, on est arrivé au Bénin. C'était, mine de rien, la première terre de répit. On arrive au Bénin. Quelques mois, j'ai poursuivi un peu la scolarité là-bas, avec mes frères et sœurs. Donc ouais, là-bas, c'était un peu plus posé. Mais le daron, étant déjà visionnaire, il avait compris que pour sa sérénité à lui-même et sa tranquillité à lui-même, c'était mieux que dans un premier temps, que toute la famille se réfugie en France, en fait, en attendant de voir clair. Ok. Ouais, donc du Bénin, après, on arrive en France. Justement, donc l'enfance du jeune pharaon, il y a une partie, donc du coup, au Congo, jusqu'à tes 16 ans. Et quand t'arrives en France, t'arrives directement à Tours? Non, je fais d'abord 2 ans sur Paris, à Villeneuve-la-Garenne. Ok. J'étais avec mon oncle. Et c'était bref, mais ça m'a permis aussi de renouer un peu avec ma terre, en guillemets, natale. La terre parisienne. C'est vrai, t'es né dans le 9-2. Ouais, c'est ça, tu vois, ça m'a permis de renouer un peu. Il y a toujours beaucoup d'émotions quand je passe à Nanterre. Mais après, tu connais, hein, les darons, les grandes villes, c'est pas... Surtout les darons du bled, là, ils ont une vision particulière des grandes villes, donc ils aiment pas trop. Donc pour encadrer la famille, les enfants, il fallait plutôt venir en province. Et la province qui lui était familier, c'était Tours. Donc c'est pour ça qu'on arrive à Tours. Ok. Donc t'as à peu près 17-18 ans alors quand t'arrives à Tours. 17-18 ans, je crois, c'est ça. Donc comment le jeune pharaon il a fait ses premiers pas à Tours? Comment ça se passait, en mode cours, en mode comment ça se passait? Les premiers pas étaient quand même assez étranges et drôle en même temps avec du recul parce que mes premiers pas, je les ai fait avec les rebeux de Saint-Pierre-des-Corps. Ok. Les rebeux de Saint-Pierre-des-Corps. Comment dire, le croisement était un peu tendu au départ. Mais après, au final, tu sais, parfois, tu vois, l'inconnu crée
des tensions, des divergences qui sont en fait dues au fait que, comme je l'ai dit, on se connaît pas. Donc il y a beaucoup d'appréhension et des préjugés, il y a tu vois, il y a beaucoup de choses, des stéréotypes. Mais après, quand vous finissez par vous côtoyer, vous ouvrez, en fait, vous vous rendez compte que il y a des similarités, il y a des choses en commun, même au niveau culturel. Et donc en fait, j'étais beaucoup dans un milieu rebeu là, à Saint-Pierre-des-Corps. Tu sais, hein, on connaît les frères rebeux, les frères rebeux, ils aiment bien s'imposer, marquer le territoire. Faut bien situer par rapport à ça. Je pense que le contexte aussi, c'est que dans notre ville, il y avait une grosse communauté arabe et peu de renom. Très peu de renom. Et on sait que nous, on a été touchés comme d'autres villes en France, etc., par des problèmes entre des communautés minoritaires. Bien sûr. Donc, rebeu, renois, ça clashait. C'était à peu près en quelle époque d'ailleurs l'époque renois, franchement, c'est depuis les années, le milieu des années, dans la fin des années 90. Quand t'es arrivé à Tours? Moi, quand je suis arrivé en France déjà, quand je suis revenu dans les années vers 98, ça avait déjà commencé. Ok, d'accord. Surtout dans les grandes villes, en particulier en région parisienne, c'était très 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 tendu. Ok. Après, ça s'est répandu dans les provinces. Bon, je pense que j'ai pas trop compris le rapport entre les provinces, la problématique des provinces et ce qui se passe en région parisienne, parce qu'en région parisienne, il y avait quand même de quoi, parce que c'est des communautés rebeux, renoises, elles étaient quand même très denses. C'est quand même très dense dans les métropoles, et tout le monde est concentré dans les mêmes cités. Donc, confronté au même problème, du coup, ça crée des rivalités naturelles, en fait. Je pouvais mieux comprendre, en fait, des problèmes conflictuels qu'il y avait entre nos deux communautés dans les grandes villes, plutôt qu'en province. En province, en fait, je voyais pas pourquoi il y avait absolument aucune raison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'arrives dans ce contexte-là à Saint-Pierre, ou ça, à Saint-Pierre à la Rabatterie. Ensuite, comment ça se passe? Vous restez ici? T'es avec toute ta famille, du coup? Non, je suis arrivé en premier avec le daron. On était à la Rabatterie. Après, on a fait quelques mois là-bas. Ok. Et après, le plan de Dieu s'est poursuivi. On s'est retrouvé au Rive du Cher. Ok. Qui restait le fief, à la base, qui était censé être un fief familial, mais qui est devenu un fief, carrément, je pense, du mouvement de tout ce qui a poursuivi après, là, tout ce qui arrive après. Le fief, c'était au Rive du Cher, maintenant. Ok. Ça restera jamais gravé dans le cœur, ce quartier, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, justement, dans les différentes étapes, etc. Donc, t'arrives au Rive du Cher, t'es à peu près dans la vingtaine. C'est ça. Les cours, le sport, comment Moi, j'étais que à fond. Moi, c'était cours, sport et le son. D'accord. Mais le son, à la base, c'était un kiff culturel. Ok. J'étais pas vraiment dans l'optique d'être artiste. C'était vraiment culturel, parce que moi, il y a mon grand frère et ma grande sœur qui sont au bled. C'est eux qui m'ont fait découvrir le son. Ok. Donc moi, j'ai connu, tu vois, les groupes de l'époque, là, NWA, Naughty by Nature, les Tupac, etc., Piggy. Ok. Moi, j'ai baigné dedans par mes grands frères. Donc moi, en fait, naturellement, j'étais déjà dans l'hip-hop. Et quand je suis arrivé à Tours, justement, j'ai les premiers renois que j'ai commencé à connaître. C'était le cercle familial, en fait. J'ai un cousin qui peut-être qu'il aura l'opportunité de passer dans votre émission, Madjela. Madjela, dont le grand frère est né d'autre que le professionnel de boxe Kevin Bavy. C'est Madjela qui m'a, en fait, je voyais qu'ils essayaient déjà de poser. Ok. Du fait qu'il y avait des grands déjà à l'époque, là, le 6e continent, ils nous ont inspirés, ils étaient sur Tours. Donc moi, en fait, en accompagnant mon cousin Madjela et les autres. Donc j'ai découvert tout ce monde-là, tout l'univers. Madjela, il était dans le 6e continent aussi? Non, c'était juste les petits. On gravitait autour. Okay. Le 6e continent, c'était vraiment Efra, Rex, JS. Il y avait c'est-à-dire la génération juste en dessous, Francis, Lutrotte, les deux frères. Corentin, il y avait pas mal de, tu vois ce que je veux dire. Et nous, on était la génération encore en dessous. Donc, nous, on suivait c'était des potes, mais un peu comme des grands frères, parce que
Kevin Bavi, par exemple, c'est mon grand frère. Rien que par l'éducation africaine, c'est mon grand frère. Donc, du coup, Francis, c'est aussi mon grand frère. Donc, nous, on les suivait. Et par eux, on a découvert qu'il y avait les Fra, les Rex, JS, tout ça. On était un peu émerveillés de voir que les grands, déjà de l'époque, essayaient de faire des choses. Et moi, ça m'avait marqué de découvrir tout ça, parce que moi, j'ai découvert tout ça, en fait, des jeunes qui essaient de créer, en fait, qui créent des trucs du dynamisme dans la vie. Donc, moi, j'observais tout ça de loin. Ça a nourri tes influences et ton envie après de développer. Ça a commencé à m'interpeller, en tout cas. Ça a commencé à m'interpeller. Et j'ai demandé justement autour de moi, mais pourquoi nous on restait passifs, en fait? Parce que les grands, ils sont là, ils font des trucs. Pourquoi nous on est passifs? Je comprends pas. On devrait essayer d'apporter au moins quelque chose pour essayer d'amplifier ce qu'ils font. C'est-à-dire, à notre échelle, nous, essayer d'amplifier ce qu'ils font. À un point que, au départ, tout ce qu'on faisait, eux-mêmes, ils se rendent pas compte, c'est au nom du 6e continent. C'est moi qui avais impulsé le fait que, les gars, même si on n'est pas dans le 6e continent, mais on les représente. Dans ce qu'on va faire là, c'est au nom du 6e continent. C'était pour donner plus d'espace, tu vois, d'essayer de contribuer à la propagation du truc. Collectif c'était élargi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était une fierté, c'était un honneur parce que je pense que c'est les pionniers vraiment. C'est les pionniers vraiment Il y avait Secta Vodou aussi dans... Ouais, il y avait... c'était à peu près la même génération. Ça, c'était des satellites, des cellules qui gravitaient autour du 6e continent. Il y avait Secta Vodou. Ouais, il y avait le Secta Vodou. C'est vrai qu'il y avait des crews. Après, les autres crews, là, je les maîtrisais pas vraiment. Parce que, si tu veux, le crew, auquel je m'identifiais le plus, c'était vraiment le 6e continent. 6e continent, tu vois. C'est quoi la première fois que t'as écrit et la première fois où t'as été en studio? Poser ton premier son. Est-ce que tu t'en rappelles déjà? Écrit, la première fois où j'ai écrit, honnêtement, c'est quand je suis arrivé en France, quand je suis revenu en France, à Paris. Je traînais beaucoup avec un cousin que j'avais là-bas, là, bizarrement, qui s'appelle aussi Kevin. La première fois que j'ai écrit, c'est parce que, en fait, c'était plus d'un point de vue poétique. C'est parce que j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'avais vécu au bled, tout ça, tout ce que j'avais vu. J'avais juste écrit parce que je pense j'avais besoin d'extérioriser. Ouais, je sais bien. Mais c'était pas dans l'optique de rapper forcément. Et j'ai commencé vraiment à écrire pour rapper quand je suis arrivé à Tours, après avoir découvert le 6e continent, après avoir été séduit par leur dynamique. Et du coup, avec les autres, on s'est dit pourquoi pas essayer de se lancer dans la même dynamique, essayer de faire des trucs. Après, faut savoir, comme tu l'as dit, à l'époque, on était très peu de Renois. Honnêtement, je crois qu'il y avait maximum 5 ou 6 familles de Renois à l'époque. Dans le quartier ou de manière globale? Dans tout Tours, il y avait maximum 5 ou 6 familles. Donc forcément, s'il y avait des jeunes de notre génération à Tours, on était obligé de se connaître. Tu vois, donc par conséquent, moi, quand j'ai réalisé que on était condamné à s'unir, j'ai poussé le truc jusqu'au bout. J'ai proposé aux amis, aux frères, aux cousins, écoutez, on n'a pas 40 000 solutions, faut qu'on soit ensemble, qu'on trouve nos activités, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à l'époque. D'où le fait d'avoir un local MJC tous les week-ends qui nous permettrait non seulement de nous retrouver humainement, c'est-à-dire pour passer du moment ensemble, du temps ensemble, clignoter des trucs, pour aller chez ED, taper des gâteaux à l'époque, là, il y avait plein de gâteaux qu'on tapait quand on était petit, là, chez ED, Lidl, on se posait, on tisait des limonades. C'était où ça? C'était horrible? Non, c'est le premier fief, c'était d'abord Giraudot. Giraudot chez Magella, Bavi et Kevin. Ok, d'accord. Ça rappait un peu déjà entre vous? Ça, il a commencé. Magella était déjà dedans, mon cousin Magella, parce que comme il était à Tours avant moi, donc il connaissait le 6e continent bien avant moi. Ils avaient été impactés avant moi. Donc du coup, ils avaient déjà commencé. Ok, d'accord. Donc Magella avait déjà commencé. Tyson, Michael, il avait déjà commencé. Kevin, lui, Kevin, c'était un pasteur à l'époque, il était là. Non, mais Kevin, le beau-père. C'est un pasteur, il prêchait la bonne nouvelle, il bougeait pas trop, tu sais. La bonne parole, la bonne parole, tu vois. Il bougeait pas trop. Mais, non, franchement, en vrai, c'était kiffant. Du coup, on va
avancer un peu dans le temps dans la prochaine partie, qui est vraiment, là, c'est bien parce que c'est cool, parce que t'as pu bien reposer le cadre d'où t'es arrivé à Tours, quelles étaient tes premières influences et tout. Maintenant, Black Tech et la Zonaf. Black Tech, c'est ton nom de rappeur. Tu pourras aussi nous expliquer un peu d'où c'est venu. Je sais pas s'il y a une anecdote par rapport à ça. Et la Zonaf, du coup, qui était ton groupe de l'époque, même plus qu'un groupe, c'était un collectif, une petite famille, je pense. Et du coup, comment le groupe s'est créé vraiment? Et il y avait qui dans le groupe? Aux proches, le cercle proche, le noyau proche et le noyau un peu plus large. Attention à ce que tu veux dire, parce que là, les gens ils vont regarder. Mais tu t'oublies personne. Je peux pas faire attention parce que ce que je vais te dire là, c'est la vérité. C'est naturel, en fait. J'ai pas besoin de faire attention. Ce que tu vas sortir, c'est purement naturel, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir que, avant d'arriver à Zonaf Block, il y a eu un processus. Ok. Si tu remarques bien, dans Zonaf Block, il y a deux mots. Il y a Zonaf et Block. L'essence, c'est Zonaf. Zonaf, ça veut dire zone afro. Ok. On a abrégé à Zonaf. Pourquoi zone afro? Justement, dans le contexte communautaire de l'époque. Ok. C'est-à-dire que nous, on utilise entre noirs, du fait que fallait qu'on représente un minimum de force face aux frères rebeux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, en traînant comme ça, là, un week-end, je me suis dit, en cherchant les nationalités des uns et des autres, Congolais, Camerounais, Ivoiriens, etc., on s'est dit, ça va. Les gars, c'est la zone afro, quoi. La zone afro, ouais, c'est parti comme ça, zone afro. À la base, zone afro, c'était un mouvement, c'était le collectif pour se retrouver. On se retrouvait tous les week-ends. Et il s'avère que dedans, il y avait, c'était aussi là, tu vois, le délire de l'époque, c'était le mood de l'époque. Fallait kicker, donc du coup tout le monde commençait un peu à kicker. Donc on faisait le tour de la ville en rappant carrément, chacun à son tour, etc. Zone afro, soit on était à la salle, soit on rappait dehors, on marchait. Quand tu dis la salle, c'est où? Là, c'est MJC à Giraudoux, là, un centre de vie, là, une espèce de centre de vie. Mais ce qui nous animait, c'était la musique aussi. La musique, parce que, ok, d'accord. Donc en gros, en fait, c'était une fusion des deux. Ok, d'accord. Et après, en rappant, tu sais, naturellement, quand il y a un collectif et que tout le monde kick, même si c'est bon enfant, ça crée automatiquement une compétition. Parce que tous les week-ends, tout le monde attendait qui c'est qui allait sortir le meilleur texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut savoir, à un moment donné, nous, on se préparait déjà en semaine, fait que tu trouves un moment où, le week-end, que tu vas retrouver les gars, que tu es le meilleur texte. Parce que quand ça allait arriver le week-end, là, si t'étais pas prêt, tu faisais bouffer. Tout simplement. Je faisais bouffer, tu vois, du coup, il y avait qui dedans? Il y avait, je commence toujours par lui, Madjela, parce que c'est lui qui en vrai, c'est le parrain. Madjela, Mickaël, qu'on appelle Tyson, Prestige. Il y avait, Jackie, je sais pas si j'en sais, il y avait des anciens, il y avait Jackie. Jacques. Le pote à mon cousin? Le pote à James? Ouais. Ah ouais? Il était avec vous? Jacques, dans la zone afro, il y avait Jacques. Il y avait, tu vois, tu commences à oublier des fois. Non, j'oublie pas, mais frérot, ça date de... Carso. Il est arrivé après. Et Ricard. Ça, c'est après aussi. Je parle de Zone Afro. Je parle pas encore de Zonaf Block, là. Justement, Zone Afro, c'était le premier, d'accord. C'est la première étape, là. Zone Afro, c'était tout vraiment les amis d'enfance. Tu te rends compte, on avait 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ok, d'accord. Ça fait presque 21 ans, maintenant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a des blagues que c'est sûr que j'ai oublié, mais les uns, ils sont dans le cœur, mais les blagues, c'est compliqué. Al-Krim, il était. Criminel était là, tu vois. Al-Krim, c'était après ou c'était dans la zone Af? Al-Krim, il est arrivé dans la zone Af. Voilà. Ok. Al-Krim est déjà dans la zone Af. Faut le big up quand même. L'un des meilleurs lyricistes de la ville. Incontestablement, Al-Krim. J'espère qu'il y aura le temps de figurer dans l'émission. Il y a Al-Krim, il y avait du monde, hein. Et en fait, pourquoi je peux pas retenir tous les blasts de zone afro? Parce qu'en fait, le concept nous avait tellement séduit que chacun avait pour charge d'élargir le mouvement. Je te donne un exemple simple. Quand, par exemple, moi, je donne un exemple, hein. Si moi, je reçois un cousin de la famille qui vient me voir sur Tours,
Fallait le convertir. Donc, cousin va le convertir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est mon cousin à moi, c'est pas forcément ton cousin. Donc, c'est-à-dire, il y a des week-ends, on se retrouve avec des nouvelles têtes. Il était zone à fond, alors que c'est des cousins d'un tel. Et les gars, ils étaient en mode zone à fond. Voilà, on se mettait en connexion, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. On était unis par la cause et la vision, tu vois. Ok. Du coup, à quel moment c'est devenu la zone half block, du coup? C'est devenu zone half block quand, le mouvement avait commencé déjà à prendre de l'ampleur, mine de rien. Ok. À Tours. Le mouvement commençait à prendre de l'ampleur. Il a fallu se poser une question. Qu'est-ce qu'on fait du mouvement? Est-ce qu'on continue à errer ou on essaie de structurer? C'est là que les premières difficultés arrivent, quand il faut commencer à structurer. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une discipline, une éthique. Quand il faut mettre la discipline en place, c'est là que la sélection naturelle commence à se faire. À se faire. Tu vois les impliqués, les non-impliqués. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mon gars. C'est ça. Et c'est là que ça commence. C'est ça. Les problèmes, en guillemets, c'est là que ça commence. Mm-hmm. Quand on va se dire, faut se lever là, on se donne rendez-vous là. Tu vois, vous êtes 3. C'est là que ça commence. Ouais. Et quand on s'est rendu compte que c'est toujours les mêmes qui étaient au rendez-vous, on a dû faire des choix parce que s'il faut cotiser pour faire payer une séance studio ou payer une salle pour des répètes ou ça, il y avait toujours les mêmes qui répondaient présent. Ok. Du coup, on s'est dit bon, voici ce qui se passe. Nous, on va structurer ceux qui peuvent nous suivre, ceux qui peuvent suivre le projet qui suivent, ceux qui peuvent pas. Ça veut pas dire que on disloque le cercle. Vous pouvez, avant tout, on est des amis. Mais nous, on va créer une branche beaucoup plus structurée par rapport au mouvement. Ok. Voilà. Ah, fallait montrer une certaine application. Tu vois ce genre de temps financière aussi, de montrer que tu fais partie du mouvement, donc t'es impliqué. C'est là que Zone half block est arrivé. Ok, d'accord. Pourquoi on est passé à bloc? Parce que, notamment, un jour, j'étais chez moi au Rivière et Mickaël, et qui est Prestige, Tyson. Il est arrivé avec un son. Il est arrivé avec un son. Tu lui as fait? Non, un son carré, il voulait le faire écouter. Il avait enregistré ce En fait, si tu veux, on se trouvait souvent aussi avec des cassettes, tu sais, des cassettes MTV Base, MTV l'époque. Ouais. Il a enregistré la nuit, ou je sais pas quand. Et après, on se revoyait, on matait les clips. Il est arrivé, il a mis un son, de Joe Santana. En fait, faut que les gens comprennent ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est là que faut reconnaître que Prestige, quand même, Tyson, là, il était déjà très, très, très carré à l'époque. Pour qu'il aille découvrir ce son-là, il fallait qu'il ait une certaine culture, en fait. Il a ramené un son de Joe Santana. J'ai jamais oublié ce jour-là. Le son, les gars, moi, je veux que il vient bouleverser ma vie avec ce son. Et ça, je découvre les Deep Set. Parce que, en fait, en écoutant le son, je dis, je pose des questions, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Parce que, attends, faut vous rendre compte que quand eux, ils arrivent, ces gars, là, les diplomates, ils arrivent avec leur son. Je sais pas si des gens se rendent compte. À l'époque, on avait une certaine vibe classique du hip-hop, c'est-à-dire, voilà, on savait qu'il y avait du son West Coast, du son East Coast qui était plutôt tout ce qui est Mobb Deep, Nas. C'était tu vois, des ténors qu'on avait l'habitude d'écouter. Et des gars comme ça qui sont arrivés avec des sonorités d'extraterrestres. C'était new-yorkais, ça sonne new-yorkais quand même. Non, frérot. C'était plus que, je te dis, c'était, mais est-ce que tu te rends compte? 2001, 2002. Regarde les sons de l'époque, les bangers de l'époque. Que tout le monde connaissait. Je parle des bangers connus. Là, on sortait même à peine du classique de Dre, là, Chronique 2001. Ok, c'est cette époque-là. Maintenant, je te dis, on te fait écouter un son comme Santana Star. Le titre, c'est Santana Star de Cameron, Joe Santana. Gros, c'est un cocktail d'Atlanta, New York. Ouais. Et de l'opéra. Et gros, t'as où? Vous êtes des ouf, vous comprenez pas.
Imagine d'avoir un banger mélangé Atlanta, New York et l'opéra, mon frère. C'est qui ces gars? Il m'a fait écouter d'autres sons. Non. Ah, ça t'a... J'ai dit, gros. C'est là où j'ai dit, ce style de musique, il me parle, il me ressemble. C'est une atmosphère guerrière, les sons en diplomate. Et moi, la guerre, ça me parle. Du fait que je l'ai vécu. Et en réalité, la meilleure façon pour moi de l'exprimer, mais c'était ça, en fait. Il fallait qu'on ressente la guerre dans mes sonorités. Mais le truc qui était encore plus marquant, c'est que forcément, ça a attiré mon attention, ça m'a marqué leur sonorité. Par conséquent, je me suis intéressé vraiment aux personnages. J'ai voulu comprendre qui c'était ces gars avec qui ramenaient qui ont eu ce type c'est-à-dire de sonorité. Il fallait avoir les couilles à l'époque de sortir ce genre de sonorité. Je me dis la vérité, il fallait être courageux, il fallait être audacieux. Mais eux, leur audace venait d'où? Donc, je me suis intéressé au groupe. C'est là que j'ai découvert que Dipset, en fait, c'était une abréviation de diplomate. Diplomate setting, en fait, l'installation, l'implantation des diplomates. Tu vois? Frérot, rien que dans le nom, ça en dit long. En fait, c'était des gars comme nous. Des gars de la street qui avaient pris la décision de faire quelque chose à partir de la rue pour le top. Ils ont entrepris. Et les gars, ça arrivait en Indé. Avant que Def Jam et Rocafella ne les signent vraiment, les premiers bangers de Carmone, c'est en Indé. Et Santana. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça nous parlait parce qu'on était en plein dedans, on se cherchait. Tu vois ce que je veux dire? Ça a donné une brique en plus à la volonté de vouloir entreprendre. Bien sûr. Et de commencer à vouloir plus ça a tout déclenché. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à la structuration du mouvement, je sais que par exemple, dans une équipe comme Dean Record de Medine, Alassane Konaté, le boss de Dean Record, il disait, nous à l'époque, on venait du Havre en plus. D'ailleurs, Medine, on l'a interviewé dans Medine dans le 777. Allez voir l'interview. C'est ça. Force à lui, merci à lui. C'est le premier artiste national qui nous a fait confiance. International. Et du coup, il disait, Alassane Konaté disait, il y avait rappeur, mais tu pouvais pas faire que ça. Bien sûr. Et ça va amener à ma prochaine question. Tu pouvais pas être que rappeur, sachant que le business lui-même de la musique, il est pas structuré, enfin, il y a que les majeurs qui existent en indépendant, surtout dans le rap. C'était difficile. Donc, t'es obligé d'être rappeur. Il y en avait un qui faisait de la compta. Je crois que Medine, il faisait de la compta ou de la promo, pardon. Il y en a un qui fait, ingé et, il y en a un qui fait, promotion, etc. Donc, vous, comment vous, du coup, quand t'as eu cette volonté, en plus, avec, le son de New York, le son de Dipset, qui est un son particulier, comment après t'as voulu le transmettre à notre sauce, parce qu'on n'est pas off-stage. Bien sûr. Comment t'as structuré le truc ici? On avait un sérieux problème déjà dans notre organisation. Le nerf de la guerre pour faire du son, c'est avoir une autonomie d'enregistrement et une autonomie au niveau des beats. Ça, je pense, c'est les deux domaines qu'il faut être vraiment autonome dans ces deux secteurs-là pour être productif, au moins artistiquement parlant. Et t'as besoin d'être productif pour entraîner ton art. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce que tu dis, c'est valable toujours maintenant. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si les type beats, c'est toujours valable maintenant. Maintenant, à l'époque, il n'y a pas autant de beatmakers qu'aujourd'hui. Il y avait un sérieux problème pour avoir les beats. C'est pour ça que les premières mixtapes de Zone of Block, c'était des phases B. Il y a des instrus qu'on récupérait, beaucoup américaines, on faisait nos mixtapes là-dessus. Mais il s'avère que c'était pas notre identité pure, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois ce que je veux dire? Phase B. Donc, du coup, il fallait trouver une solution pour avoir un beatmaker. Personne d'autre ne savait faire des beats. Fallait soit monter sur Paris, c'était compliqué. Il n'y avait pas trop de beatmakers ici. Il y en avait un ou deux, mais ça correspondait pas à notre vision. Parce que même Francis,
Francis, moi, le confrère de Lutrot, c'est l'un des premiers qui a commencé à nous faire des beats avec, non, le tout premier, c'est d'abord One Nega. Je sais pas si tu vois qui c'est One Nega. Si ça me dit quelque chose. One Nega, tu vois le premier beatmaker de Ben l'Oncle Soul. Là. Ouais. Son premier beatmaker, c'est un bateau qui s'appelle MAD. C'est lui, One Nega, c'était MAD? Non, MAD, okay. C'est le frère de One Nega. C'était son pote, en fait. One Nega, c'est son pote. Ouais, je connais MAD. C'est bien? Ouais. MAD. C'est, avec One Nega, c'est notre premier beatmaker. Ok, d'accord. Parce que j'ai ok. Bon. Juste en parenthèse, tu parles de Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul. Il gravitait, parce que tout le monde il a vu qu'il a pété dans la musique, etc. Frérot. Il gravitait dans votre entourage, du coup? Je sais pas si lui-même, il s'en souvient. Mais faut ce que je dis là, moi, je dis les choses. Après, lui-même, si son truc là lui fait dans les trucs de mémoire, ça c'est lui qui voit. Je sais pas s'il parle, moi, je crois que j'ai jamais entendu parler de Tour dans ses interviews. Alors qu'il a pété partout et tout. Oh. Ça, c'est un sujet, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est lui-même, c'est sa responsabilité. Mais s'il vient, on lui demandera pourquoi. Bon, allez. Tu vois ce que je veux dire? Je vais l'interroger directement. Donc, Ben, je l'ai connu parce qu'on était au lycée ensemble. Ok. Ben, on a fait une première scène, je crois, on fait de la musique là devant Lidl, place Thiers à l'époque. C'est comme ça que je présente au MAD compagnie. MAD. J'ai même des titres avec Ben qui sont en disque dur. Ok. Donc dis-lui bien que la prochaine fois, si bégaye, moi je veux sortir les titres. Dis-lui bien juste ça dans mon disque dur. Tu veux te mettre ses avocats là dans la... J'ai des titres, tu vois. Donc, où est-ce qu'on était par rapport à Ben là? C'est une parenthèse. Est-ce qu'il gravitait un peu dans... Ouais, il était... Je lui ai présenté au MAD. Ok, d'accord. Donc, c'était notre premier beatmaker. Sauf que, bon, MAD, il avait pas tort. Il avait très tôt une vision très commerciale de la musique. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Lui, c'était très commercial. Il fallait des formats de 3 minutes, tout ça. Nous, ça ne nous parlait pas, tout ça. Nous, on voulait une certaine liberté dans notre créativité. MAD et One Nega, à un moment donné, ça ne correspondait plus au niveau des beats. D'accord. On a rejoint Francis. Francis, étant trop sollicité par le 6e continent, il n'avait pas non plus trop le temps. On s'est dit, les gars, faut qu'on trouve un moyen d'être libre, de se libérer de tout ça, parce qu'on dépend trop d'autres trucs, tu vois. Et un jour, toujours Rive du Cher, chez les frérots, la famille Toumba. Ok. Michael Toumba, son grand frère, Apo, que tout le monde connaît, je sais pas, tu connais Apo, le grand frère de Michael Toumba? Ouais, donc en fait, à l'époque, ils avaient un ordinateur, et moi et Tyson, on a installé un logiciel là-bas qui s'appelait Reason. Mais le problème, c'est que ce logiciel-là, à l'époque, c'était pareil, c'était des mathématiques trop compliquées pour nous. Mais dans l'urgence et la détermination, j'ai dû passer une journée entière devant le logiciel pour apprendre à le maîtriser. Dès que j'avais réussi à le maîtriser, là, c'est ça qui avait changé la dynamique du monde. Est-ce que c'est le début de la légende de la souris? Ouais. C'est le début de la légende de la souris. Mais dès que j'avais maîtrisé le logiciel, ça avait changé tout, ça avait tout changé. Pas de piano, donc ça veut dire que t'as pris la casquette de beatmaker. T'as commencé, c'était ton premier... C'était l'urgence. Ok. C'était vraiment le domaine urgent parce que on avait déjà on savait déjà écrire, mais pour qu'on soit vraiment productif, il fallait qu'on ait sans cesse des beats à la commande, tu vois. Et puis, comme tu disais, tu posais que sur des phases B. C'est ça, tu vois. Pour passer un step. Voilà. Donc, une fois que j'ai maîtrisé le logiciel, c'était parti, on était en roue libre. Ok. On était en roue libre, on déroulait. Et, maintenant, effectivement, il s'est posé la question, les questions d'après. Ok, on a les beats, on a les sons. Faut promouvoir. Faut sortir des projets. Là, vous aviez aucun projet de sortie? Ou juste des mixtapes? On avait des mixtapes, qui sortaient comment vous gravez vous-même? Oui, on gravait nous-mêmes, on faisait tourner Ok, d'accord. Ok. Dans la rue, comme ça, on donnait aux gens. Ok. Et, parce que justement, là, on est dans les 2003, 2004, 2005, etc. Là, faut savoir, comme je disais, le rap, faire du rap en indé en 2024, et à cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était pas pareil. C'était pas pareil. En plus,
faire du rap, c'était pas aussi, déjà de base, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. C'est clair. C'était pas cool C'est de clair. faire du rap et tout. Difficile en plus de venir de province. T'avais que Paris et Marseille, clairement. C'est ça, La c'est ça. province, elle existait même pas dans les échiquiers clair, c'est clair. du game français. C'est clair. Donc difficile, triple difficulté. Ouais. Mais vous avez quand même capté. Je me rappelle de moi, étant plus jeune, avoir passé sur les Skyblog, les MySpace. Donc vous commenciez à capter le truc d'être sur le net, etc. Parce que on est en 2003, 2005. Internet, ça a 5 piges. Mais c'est vrai. C'est exactement vrai. Internet, ça a 5 piges. Et du coup, quelle est la première mixtape que vous avez fait avec le groupe de manière un petit peu plus carrée et tout? Plus officiel. Et surtout, comment tu t'organisais à cette époque pour faire parler du mouvement et tout ça, tu vois, du mouvement Zonaf? Le premier projet officiel, vraiment autoproduit par la Zonaf Block, c'est bizarrement mon album solo, Prémisse. Ok. Premier projet officiel de la Zonaf. C'est bien pour montrer le truc qui est vraiment marquant avec le mouvement. C'est pour ça qu'en fait, nous, on considère pas, moi, personnellement, j'ai jamais considéré comme un crew. Ok. Comment je dis toujours, c'était un mouvement, c'était un état d'esprit. C'est-à-dire que il y a eu une période vraiment clé dans la vie de Zonaf Block où c'était un pour tous pour un. C'est-à-dire que moi, quand je sortais un projet, c'était au projet de la Zonaf. Et vice versa. C'est-à-dire, donc les gars se donnaient à fond pour promouvoir mes projets, ou mon projet, de la même façon que moi, quand c'était au projet du crew, j'étais encore impliqué. Oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, et du coup, dans ce premier projet, c'est que tes prods ou c'était jamais prod. C'était déjà les full projet. Dans l'instant où j'ai réussi, je savais comment faire les prods, j'ai produit tous les beats. Même pour les projets de la Zonaf, tous les beats. Ok, d'accord. Tout. Voilà. Ok. Tous les beats. Et petite question technique. T'étais inscrit à la SACEM ou tu calculais pas trop ça, justement, les bugs? À partir du premier projet officiel, oui, on était à la SACEM. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Parce que beaucoup encore, après, bien sûr, comme t'as dit, il y a différentes catégories de personnes. Ceux qui font ça pour un peu s'amuser et ceux qui, on y reviendra sur ton état d'esprit, mais ceux qui prennent la chose plus au sérieux. Là, il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup dans leur musique, on peut voir sur la scène actuelle, sur les dernières années, mais qui sont pas encore inscrits à la SACEM. Alors, c'est une étape de professionnalisation que c'est bien de passer quand même, tu vois. Après, moi, je précise que nous, en fait, on s'est inscrits à la SACEM parce que, déjà, on avait par rapport aux multiples démarches qu'on avait faites pour développer le mouvement, forcément, on a eu à avoir des contacts, à échanger avec par exemple, nos grands du 6e continent qui nous expliquaient un peu comment ils faisaient pour tu vois ce que je veux dire. Donc on produire, sortir les projets, etc. On prenait des notes. Tu vois, moi personnellement, je prenais des notes, j'écoutais attentivement. Dans nos multiples démarches justement pour louer des salles pour faire nos propres concerts, parce qu'on produisait beaucoup de concerts avant de sortir des projets sur CD là. On organisait nos propres concerts déjà. Okay. Donc en réalité, même la fibre d'organisateur là, elle avait déjà commencé à cette époque sans que je me rende compte. Tu vois ce que je veux dire? Et on va revenir dans la prochaine partie, mais c'est bien de le dire. Et du coup, même les salles, les salles des villes nous disaient, faudrait vous inscrire à la SACEM, faudrait faire. À chaque fois, on entendait parler souvent de la SACEM. On se dit, faut qu'on s'informer pour savoir ce que c'est. Je mets juste un truc pour aussi apporter des petits trucs professionnels, techniques et tout. Quand les salles te disent de s'inscrire à la SACEM, souvent, les artistes, ils savent pas, mais, il y a pas que le fait de passer en radio et en télé qui génère des droits à la SACEM, mais le fait d'être dans des concerts aussi, ça génère des droits. Donc c'est pour ça que pour nous orienter vers vous orienter vers c'est ça, tu vois. Mais c'est bien de le dire justement pour les jeunes. C'est ça, tu vois. Donc voilà, donc après nous très tôt on a compris qu'il fallait en tout cas s'approcher de cet organisme la SACEM pour comprendre un peu le fonctionnement. Donc des prémices, t'es à la SACEM. Ouais, non, SACEM. Comment ça s'est passé le projet? Du coup, t'as enregistré au Rive du Cher. On avait pris un abonnement longue durée au studio Tempo Loco, qui est aussi un studio mythique dans l'histoire du
de la zone Ave, en fait, parce que on a tout fait de nos premières mixtapes jusqu'à la fin, en fait. Et on enregistrait essentiellement au studio Tempo Loco. Ok. Le seul studio, il y a un studio, le dernier studio qu'on a fréquenté sur tour pour le dernier album de la Zone Ave, le Zone Ave Block, là, The Game is Over numéro 2. C'était un studio qui était sur le tournoi. Ça s'appelait Force Arms, je crois, à l'époque. D'accord. Ok. Tu vois. Et c'était le studio de le groupe qui avait à tournoi, là, à l'époque, là. Ok. Je sais plus comme ça. Imprévisible. Voilà. Et ils étaient souvent là-bas, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'est un peu par eux que on a été pistonné de ce studio. Juste, vu que tu viens de parler de ça, je vais rebondir là-dessus. Et après, on reviendra sur le fil conducteur des projets que vous avez sortis. À cette époque, donc dans les années 2005, le game du rap à Tours, il est comment? Il y a qui comme dans le paysage? Parce que à l'époque des 6e continents, on sait très bien, 6e continent, Secta Vaudou, c'était les seuls groupes. Mais dès les années 2000, 2005, ça commence à se faire. Il y avait qui un peu dans le paysage à cette époque-là? Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que, en vrai, c'est marrant avec du recul, tu vois. Mais, comme je t'ai dit, c'est un domaine, la musique, c'est un domaine où, en tout cas, le rap, c'est un domaine qui crée beaucoup de compétition. Tu vois. Et à l'époque, il y avait déjà, en vrai, chaque quartier, c'est comme si chaque quartier de Tours avait sa tête, son groupe. Quand je voyais les Tours, il y avait les frérots, là, comme ça s'appelle. La Honda, tu vois, à l'époque. Et la Honda jouait les Tours. Nous, Tours Centre, c'était nous. C'était Zone Ave Block, en conflit direct avec le conseiller de guerre à l'époque. Conseiller de guerre qui est devenu le gros de Waxo, là, faut s'appeler. FDC. Voilà, FDC, c'était en fait, conseil de guerre, c'était un collectif. Okay. Il y avait FDC là-dedans. Donc, enfin aussi, il était Royal Jugement et tout ça. Tous. Ils étaient dedans. Tu vois. Mais bon, le point, c'est qu'il y avait un conflit direct une concurrence directe entre eux et nous. Ok. Mais c'était intéressant parce que c'est ça qui pousse aussi d'un côté. C'est ça qui pousse et je rigole parce qu'à chaque fois qu'on se croisait dans des événements open mic là, tu sentais qu'il y avait une tension. Il y avait une tension de ouf, tu vois. Parce que nous, en fait, on était vus comme des Rouennais qui se prennent pour des Américains. Ouais. Qu'il fallait enterrer tout de suite, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était pas bien vu d'être américain. Non, c'était pas comme ça. C'était pas bien vu à l'époque, tu vois. Mais il fallait qu'on se démarque. Tu vois, nous, on s'est démarqué par un move d'un style vestimentaire qui nous parlait. Il y en a qui n'appréciaient pas, du coup, on réglait nos comptes musicalement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même des sons qui visaient carrément. Ah, il y avait des diss. Il y avait des diss tracks déjà. Il y avait des diss de ouf. Mais pas, comment dire, ils étaient pas explicites. C'était beaucoup de métaphores. Et de sous-entendus, je pense qu'ils recevaient bien le message. En gros, s'ils renvoyaient leur truc, tu vois, c'est clair. C'est pour ça que, je donne un exemple simple, clair. Un gars comme 10 ou l'autre qui avec la touffe là, comme ça. MCK. Ces gars-là, on a commencé à vraiment se checker bien après. Ouais. Tu vois, en vrai, on est tous des mecs cool, tu vois. Ouais. Mais le fait d'être chacun représenter son drapeau, la compétition, c'est ça. Ça avait créé un petit froid. Mais c'est après que, après, en grandissant, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait la même passion. C'était un peu ridicule à l'époque des petits froids qu'il y avait entre nous. Mais c'était quand même incisif. C'est ça qui pousse au trip, ça pousse aussi à la création et tout ça. Incisif. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est ça aussi qui constituait et c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission-là et ces gens-là aussi, ce serait bien qu'il chacun vienne parler, etc. Tu vois. Mais nous, c'est ça qui nous a animés, parce que c'est le game de Tours en fait. Même s'il y avait pas de tête dans le paysage national ou ceci, parce que déjà la province c'était compliqué. Bien sûr. Mais on sait qu'il y avait il y avait des pas, il y avait de l'animosité et il y avait du travail aussi. Il y avait déjà du travail, tu vois, par rapport à tout ça. Chacun travaillait. Parce que les noms que tu dis, ils sont chauds. C'était chaud. Bien sûr qu'ils sont chauds, mais de toute façon, il n'y avait pas le choix parce que
si tu voulais être reconnu en game au moins sur la carte locale, sur l'échiquier local, il fallait apporter quelque chose de qualité. C'est sûr. Et ça me donne, parce qu'on n'avait pas refait le lien avec Zone of Block, mais du coup, quand il y avait Zone of Block, je repense à des mecs chauds, je repense à Jesus. Je repense à Jesus, Carso quand il est arrivé. C'est ça. Et il y avait qui d'autre? Les Ricards aussi, là, c'était une couche du chant, etc. C'est ça. Parce qu'en fait, nous, honnêtement, on était le groupe qui avait le plus de codes chez les meufs. Clairement. Ça joue. Bah, on est obligé de répondre à la demande. Tu vois, comme je t'ai dit, comment on s'en a aperçu? Parce que comme je t'ai dit, on organisait nos propres concerts. Et tous ces concerts, il y avait déjà les meufs. Les meufs venaient. Bon, on ne voyait pas envoyer des textes incisifs, tu vois, durant tout un concert. Il fallait, bah, c'est ça a influencé un peu, mine de rien, notre direction artistique musicale. C'est-à-dire que le côté un peu ambianceur, il est arrivé par rapport au fait que il fallait faire satisfaire les meufs. Mais tu sais que ce truc-là, ça, c'est une mentalité très carrée, mais qui s'est ressentie, je pense, dans le lifestyle français, parce que le rap français, c'était très la street, très dur, très masculin, etc. Des gros très forts. Et quand t'entendais, tu savais, je repense à une vidéo de Rof où il dit, ah, mais je peux pas, il est là avec Farid dans le studio, vas-y, je peux pas faire ça, parce que culturellement, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, c'est une preuve d'avance de commencer à aller dans ce terrain-là, de toucher, de parler à un public féminin aussi. En fait, nous, on écoutait déjà des sons, de ce type-là, mais en vrai, on comprenait pas pourquoi les Caris le faisaient. C'est après qu'on a compris. Parce que, effectivement, quand tu vois l'impact, t'es obligé de réagir. T'es obligé de réagir parce que tu peux pas faire un concert d'ego trip du début à la fin avec des meufs qui sont dans les tribunes. Ok, on kiffe 1, 2, 3, mais il faut que tu leur donnes l'occasion de revenir. Tu me fais une raison de revenir la prochaine fois. Et du coup, pour revenir un peu au nombre de projets que vous avez sortis avec la Zone Off, vous en avez sorti combien avec la Zone Off, du coup, de projets? On a sorti Prémisse, le premier album solo de Black Tech, The Game is Over Volume 1, ça c'est avec la Zone Off. Ok. Volume 2, aussi avec la Zone Off, mais sauf qu'à partir du volume 2, c'était déjà la période du MP3 qui est arrivée. Donc les premières ventes en ligne se sont faites avec les projets de cette époque-là. Ok, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire à partir du volume 2. Donc là, 2005, 2006. À partir de 2000, Prémisse c'est 2005. Ok, d'accord. Prémisse c'est 2005. The Game is Over Volume 1 c'est 2007. Volume 2 2008. Chaque année après on a enchaîné. Ok. Jusqu'à Gotham City. Ok. Qui est ma dernière mixtape. En 2008 ou 2009, du coup? 2009, ça, Gotham City, en 2008, 2009, un truc comme ça. Gotham City, en gros, c'est un retour des États-Unis. Ok. Bon, je vais peut-être. Ouais. Ok, donc ça, du coup, 2009. Ok. Donc, là, c'est bien, t'as retracé, etc. Donc, il y a eu deux mixtapes de manière, pareil, dans les mixtapes, c'est toi qui avais fait toutes les prods, etc. Tout, ouais. Donc, t'es à 3 projets où t'es full beatmaker sur toutes les prods. T'as un projet solo et vous avez vos 2 projets de groupe. C'est ça. Maintenant, j'ai envie de dire, le game, il devient sérieux à partir de Gotham City. Enfin, c'est pas qu'il devient parce que c'est la continuité, etc. Mais Gotham City, c'est vraiment ta pièce maîtresse en même temps. Où là, on va pouvoir comprendre aussi l'audace que tu as eu pour ce projet-là, etc. Et projet de 23 titres. 23 titres, donc il y a du travail. Donc, boum, après 3 projets, tu enchaînes 23 titres où t'es beatmaker, etc., où tu grattes et tout. Il y a un son d'ailleurs que moi j'écoute toujours. Tu le sais, je crois, c'est Colossal. Colossal, c'est-à-dire je trouve qu'il a bien vieilli, même. Franchement, il a bien vieilli le morceau. Et du coup, avec Gotham City, avant de rentrer comme tu parlais des États-Unis, c'était quoi j'imagine que le concept, tu l'as eu avant d'aller aux États-Unis, de Gotham? Ouais. Non, c'est de là-bas que, ok. Donc, du coup, le concept Gotham City, c'est quoi? Et, c'est quoi?
C'est toi Batman et tu vas corriger les faux MC, les wags, etc. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Ouais. Ok, d'accord. En vrai, je faisais référence à New York par rapport à mon séjour à New York. Ok. Mais pourquoi je fais référence à New York? Parce qu'en fait, quand je suis arrêté, quand j'y étais, je me suis rendu compte que la mentalité américaine, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau leur reprocher ce qu'on veut, mais ils ont quand même une éthique, une vision du travail qui est assez pointue. C'est-à-dire, les gars, ils ont pleinement conscience, peu importe le domaine qu'ils choisissent, que ce soit même dans le banditisme. Eux, ils savent très bien qu'il faut aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont au bout. C'est-à-dire qu'ils s'ils choisissent le sport, ils vont jusqu'au bout. Il adviendra que pourra. Je veux dire, ils se posent pas de questions. Tu vois? Et tu le ressens, c'est palpable, tu le ressens. Okay. Tu vois? Et quand tu performes, quand t'es quelqu'un qui a du mérite, franchement, il se gêne pas pour te dire, gars, t'es bon. Il te fait comprendre que t'es bon, mais s'il y a moins qui sont encore mieux que toi, il va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il reconnaît déjà que t'es bon. Ça veut dire que tu l'inspires. Il se gêne pas de te dire que tu l'inspires au point où il veut devenir mieux que toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça devient flatteur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais dans la mentalité de la France, ah ouais, tu veux être mieux que moi, là. C'est un autre truc. C'est un autre truc. Ça devient flatteur. Mais sauf que ça, comment ils te disent tellement naturellement que tu comprends, en fait. Tu comprends le message. Donc, toi, maintenant, toi qui reçois ce message, toi qui le comprends, ça te met en garde, tu te dis, ah, si je baisse ces bras, là, les gars, ils vont me grailler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? De ouf. C'est pour ça que quand, avec tout le séjour que j'ai fait aux États-Unis m'a tellement encore plus ouvert les yeux qu'avant. Que quand je suis rentré, frère, j'étais en roue libre, je suis arrivé pour... Je ressens de ouf ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens de ouf ce que tu dis parce que, du coup, moi aussi, je suis parti aux États-Unis pendant une longue période. Et vraiment, l'un des trucs que j'ai ramené le plus de ce voyage, c'était, j'ai vu nos barrières, en fait. Bien sûr. C'est vrai. Nos barrières, c'est ça. J'ai vu nos barrières psychologiques. C'est exactement ça, exactement. On s'arrêtait, en fait, dans notre pensée, alors que eux, ils allaient, il y avait pas de limite dans le rêve, un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et du coup, je ressens de ouf ce que tu veux dire par rapport à ça. Je vais contextualiser juste par rapport à ton voyage aux États-Unis. Faut savoir que dans les années, 2005-2010, il y avait très peu de connexions entre la France et les États-Unis. Il y avait certains artistes français qui arrivaient à faire des featuring, des collaborations. C'était très rare. Mais c'était très rare. C'était des grosses têtes en plus qui faisaient ça. Et c'était des grosses têtes. C'est-à-dire grosses têtes, c'est-à-dire des gens qui sont signés en major. MC Solar. Qui ont des billets à investir, les IAM, etc. Il y avait peu de connexions comme ça. Il y avait très peu. Donc, toi, Black Tech, venant de Tours, City, département 37, t'es parti faire un featuring avec l'une des personnes, du coup, de l'équipe qui t'avait inspiré. Donc, du coup, les Dipset. C'est ça. Donc, 2005-2010, comment s'est faite la connexion pour que t'ailles là-bas et que c'était déjà prévu avant ou t'as géré ça sur place? Non, c'était prévu avant. Ok, d'accord. On est parti par rapport au fait qu'on avait du taf à faire avec l'équipe diplomate. Ok, d'accord. On a pris contact. J'ai pris contact. À l'époque, on avait commencé à justement, on évoluait dans notre organisation, dans notre structure. Ok. Et du fait que on avait un projet de vraiment conquérir la France, d'où un des titres. La France. Il fallait quand même améliorer en fait notre côté organisation. Du coup, on avait quelqu'un qui commençait à prendre la place de manager, qui s'appelle Alex Price. L'avantage, c'est qu'il était bilingue. D'accord. Qui parle anglais, français. Et donc, c'est avec lui qu'on a préparé le voyage aux États-Unis. Okay. Moi, j'ai fait les premiers contacts artistiquement parce qu'il fallait que les gars comprennent ce que l'on voulait. Donc, et lui, il a pris le relais après. T'as envoyé des prods et tout ça, t'as montré un peu ce que vous faisiez, etc. À l'époque, à cette époque, on se suivait beaucoup sur MySpace. Tous les artistes du monde. C'était tous connectés sur MySpace.
et le manager de LRL, l'artiste diplomate avec qui j'ai fait le featuring. Donc c'est là-bas que je l'ai contacté et forcément je lui ai dit de jeter un œil sur nos extraits. D'accord. En jetant, je pense que quand il a écouté lui-même, il a compris que c'était quand même intéressant de voir ces Français-là, qui étaient très quand même musicalement similaires au style diplomate. Ça les a intrigués beaucoup quand même, ça l'a intrigué quand même, de rien, ouais. Donc du coup, ça a donné de l'intérêt tu vois, au projet, tu vois. Et Pras a pris le relais pour finaliser tout ça administrativement. Du coup, nous sommes partis et franchement, dès qu'on a posé le pied, c'était fluide. Parce que les gars, comme je t'ai dit, les gars là-bas, du moment qu'ils prennent une décision, ils vont jusqu'au bout. Déjà qu'on est arrivé, les gars sont venus nous récupérer. 4, on te met enfin, ils te mettent à l'aise en plus. Voilà, connexion, ils te mettent à l'aise. Ils te font comprendre que là, on est ensemble. On doit faire le truc, on est ensemble jusqu'au bout, tu vois. Donc, tu vois, on a même pris le temps d'aller dans des bars, restaurants. Là, t'es vraiment plongé dans la culture new-yorkaise. Là, tu vois, dans les strip clubs, là. Dans les strip clubs. Ouais, tu vois, ça jette des billets. Tu vois, il y a des trucs que je peux pas dire, tu vois, voilà. En fait, même moi, quand je suis parti dans strip club, quand j'étais là-bas, je me dis, parce qu'en fait, tu te fais un décalage quand t'es petit, quand même, tu dis, c'est pas juste pour les clips. C'est pas juste pour les clips. C'est réel, leur bordel. C'est encore plus réel sur place que dans C'est plus réel que ça, les gars, ils sont là. Je te jure, c'est plus réel sur place que les derniers mecs, tu vois que c'est des mecs qui viennent du Woodford, ils spend money. Et c'est, sachant que le début, quand tu vois ça, que tu viens de la France, tu pas, après, tu t'habitues. Enfin, après, moi, tu connais, moi, nous, on aime bien, c'est kiffant, tu vois. Je te cache pas, après, c'était kiffant, tu vois. Mais, non, après, on était vraiment ensemble, tu vois. Ok, ça, c'est bien. On était vraiment ensemble jusqu'au studio. Donc, du coup, t'avais déjà envoyé la prod avant, ou vous avez écouté des prods, directement là-bas? La prod n'avait pas encore écouté. D'accord. Mais, en allant au studio, dans la voiture, je faisais écouter des prods. Ok, d'accord. D'ailleurs, il y a un extrait encore sur Dailymotion, je crois, si un jour t'as besoin d'extrait, où on écoute, dans la voiture, on écoute tes prods. Ok. Tu vois. Et, du coup, on est parti dans un studio, à New York, là, franchement, les gars, ils ont pas rigolé. C'est quand même un studio mythique dans lequel on était. Un peu plus d'une an, mais c'est un studio, Tupac a enregistré là-bas, par exemple. Biggie a enregistré là-bas, tu vois ce que je veux dire, Jay-Z a enregistré là-bas. Un gros studio, parce qu'après, les gars, ils ont les connexions, tu vois ce que je veux dire. Mais, donc, on est arrivé, et c'est là que je sors, la prod, Serious Business. Ok. Frérot, franchement, voilà. Il a écouté dans la voiture ou Non, dans le studio. Dans le studio? Il a refait le texte 2 fois, mon frère. Ah ouais? Là, tu l'as renvoyé? Non. En fait, je comprends pas. La prod, elle est sortie. Tu vois? Moi, je répétais mon texte. Lui, il est arrivé. Tu sais, les gars, bon, c'est un peu normal. Les carrés, ils ont quand même ce petit défaut où ils nous prennent un peu de haut, quand même. Ouais. Parce qu'ils disent, bon, c'est qui ces petits là qui viennent, bref, il est arrivé, il a écrit une fois. Moi, j'ai posé. Au moment où là, que j'avais posé, il a refusé, il a réécrit encore. Il a réécrit une deuxième fois. Et après même tête de Price m'a soufflé, j'étais pas allé, il m'a soufflé parce que moi j'étais en pause après, il a vraiment encore modifié après pour sortir le son complet. Franchement, moi je considère, franchement, le couplet qu'il a fait LRL dans Serious Business, ça c'est, il a respecté le truc. Il a respecté, gros. Justement. Il a respecté. Justement, c'est bien que qu'on parle de respect, parce que la langue, elle se libère plus. Avant, c'était, il y avait plus de, entre guillemets, de glorification des States, parce que leur niveau de game et leur impact dans le monde, il était plus haut. Maintenant, le rap français est devenu beaucoup plus haut. Et il y a eu beaucoup d'histoires dans le rap français. Ils dénoncent un peu le manque de respect, qu'ils nous prennent pas au sérieux, que c'est juste financier, machin. Tu sais, il y a le truc de Young Thug, alors qu'il avait fait le feat avec Dossé. T'as Niska aussi, il s'est pris 2-3 bananes par des têtes. Miskin gradure. Mais c'est le gars, il dit, ouais, j'ai pris 5002 dans le propre couplet, etc. Donc, il y a vraiment ce truc de manque de respect. Toi, comment t'avais vécu ce truc-là à cette époque, justement? En fait, j'explique. En fait, moi, je parle de ce que je sais, de ce qu'on a vécu.
ce que j'ai constaté à l'époque, et c'est toujours vrai même aujourd'hui, en fait, avec les Américains, tout dépend de l'approche. Je te dis clairement, ça dépend comment t'approches les gars. Si je leur fais comprendre que c'est que business, comme je t'ai dit, ils vont jouer le business jusqu'au bout. Quitte à faire monter les enchères. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, t'as une approche musique avec eux. c'est-à-dire, il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, là, le mouvement Dipset, là, tous ceux qui s'identifient un peu musicalement à ce style-là, mine de rien, on se connaissait, on s'est pillés tous. Nous, en France, il y avait nous, dans ce délire, il y avait des gars de Toulouse. Negafela et son crew, un gars qui s'appelle Negafela, Prince Negafela, il était de Toulouse. Il avait un collectif à lui aussi, similaire à nous, tu vois. Lui, il nous épiait. On s'épiait, on savait qui était qui. À Londres, il y avait les SAS. SAS, c'était la branche directe de Jules Santana, en Europe. Tu vois. Les SAS, on s'est pillé. Voilà, en sachant qu'en Europe, c'était eux vraiment le high level, le top, tu vois, dans ce mouvement-là. Parce que c'était le top. Maintenant, nous, quand on contacte les gars, frérot, c'est comme toi. S'il y a un petit réalisateur qui veut percer, il te contacte, tiens, je fais 2-3 photos, est-ce que ça t'intéresserait de venir un jour pour que on essaie de faire des prises ensemble? Ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de voir ce qu'il fait. Même s'il te propose un billet, ton premier réflexe, c'est de voir ce qu'il fait, parce que ton image, il va jouer. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, les gars savaient. C'est-à-dire que, ouais, musicalement, ils savaient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils savaient. Ils sont grave dans l'énergie. Ouais, ils ont ressenti cette énergie, justement. C'est ça. Et quand ils ont discuté entre eux, parce qu'il faut savoir qu'à la base, sur ce featuring-là, il y avait normalement DJ Walter qui était prévu. Tu vois? Ouais, mais lui, il pouvait pas être là. Tu vois, parce que voilà, il était en truc avec, par rapport aux diplomates. Il devait être là. Parce que lui, le manager, quand il écoutait la vibe sur le projet, lui voulait mettre JR dessus. Sauf que on n'a pas pu que ça les deux en même temps, tu vois ce que je veux dire? Donc, à la base, même le gars était dessus. C'était pas prévu, ça, à la base. Nous, c'était Elray. Lui, il voulait rajouter JR. Parce qu'il avait, il avait adhéré au mouvement, tu vois ce que je veux dire? Dans ce que je dis, ça dépend de l'approche. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui a tu vois, c'est question de feeling. Tu vois, c'est le feeling, là, tu vois, c'est bien. De feeling. En plus, quand tu vas là-bas, du coup, toi, t'as senti de manière globale, déjà, tu l'expliques dans le morceau, il a pas balancé un couplet, il est pas parti direct, il a réécrit, donc il avait senti. Et dans l'approche globale, tu t'es senti respecté quand même pendant le truc, quoi. Attends, non seulement on s'est senti respecté, mais c'est comme si on s'était senti accepté. C'est-à-dire que les gars nous disaient quand tu veux revenir, quand on voulait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'était plus que le respect, c'est-à-dire on se sentit accepté. Ouais. Je comprends. C'est fort ce que tu dis, c'est fort. Parce que les gars, partout où on passait, ils disaient, ce sont nos gars de France, ce sont nos gars de France. Genre, ils disaient pas, c'est les Français ce sont nos gars de France. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil que ce sont les gars de France qui sont venus. Ce sont nos gars de France. Donc, à tout moment. Et du coup, t'as clippé, là-bas? On a clippé là-bas, oui. T'avais pris un réalisateur de là-bas, ou c'était un mec qui était avec vous? C'est notre réalisateur justement, dans l'évolution de l'organisation, il fallait qu'on ait un gars. T'étais pas encore là. Il fallait trouver un gars comme toi. Et à l'époque, c'était Jean Jaffincat. Et il était chargé de tourner tous nos clips, tu vois, de l'époque, là. Et on est parti avec lui carrément là-bas. Et même lui, dans son expérience, il a témoigné dans un reportage, je crois, qu'il n'oublierait jamais, l'expérience que ça a été, tu vois. Parce que je crois qu'il avait tourné un court-métrage, je crois, une série. Il avait été interviewé par rapport à ça, et vous avez mentionné là dans c'est que ça l'avait marqué. Ça l'avait marqué, ouais. Même franchement, le clip, on va revenir, mais le clip, il était propre. Donc, on est en 2008, 2009, donc tu vas là-bas, tu fais ton son, tu fais le clip, tu fais la rencontre avec les gars, tu reviens à Tours. Donc, de New York, tu reviens à Tours. Je sais, à cette époque-là, je pense qu'il y avait un peu d'incertitude sur est-ce qu'il l'a vraiment fait, est-ce qu'il l'a pas vraiment fait. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je sais même pas si tu t'en rappelles, mais j'ai une anecdote. On était posé à Thiers, là, dans un petit coin là-bas, là.
on était là-bas, je crois que j'étais avec ton frère Banks, j'ai un souvenir aussi de Manix aussi qui était là et tout. Et je crois que t'arrives dans la soirée mais en mode furtif, tu vois, en mode furtif et tout. Et nous on était posés en mode chill, chacun faisait ses histoires et tout. Et on était devant Trace TV. On était devant Hit de rue. Et on est là posé tranquillement, etc. Non, on fait notre soirée. Et là ton son il passe et tout à la télé, etc. Et quand t'es plus jeune et tu le vois, l'impact du coup quelqu'un dans la réalité et maintenant tu le vois à la télé, etc. Et le clip du coup c'était le feat avec Edrel. Donc t'as fait ton feat avec le Carry et maintenant il passe en télé, etc. Bien sûr que je pense qu'il y a pas mal de monde qui a été impacté par ça parce que déjà ça a été réel, la connexion s'est faite. Et le clip, il est quali. Le clip, il est quali. Le son, il est quali aussi. Il est propre. En plus, sur une prod à toi, en plus. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à pousser le son sur Trace, déjà? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire. On sait que c'est beaucoup de connexions ou mettre de l'argent. Même si tu veux mettre de l'argent, t'as pas forcément les connexions pour le faire. Donc, comment déjà, à cette époque, t'as réussi à mettre le son sur Trace qui passe? Et puis, c'est pas juste mettre le son sur Trace, c'est qu'il passe dans un classement qui est de rue, parce que t'as passé le son sur Trace pour dire qu'il passe sur Trace, et tu passes dans les top hits de rue, en fait, et ça reste pendant plusieurs mois, et puis ça évolue dans le classement. Donc, comment tu fais pour rentrer dans ce truc-là? Ça a été progressif, parce que la première étape, comme je t'ai dit, c'est après Prémisse. Ok. Et quand on a vu le retentissement de Prémisse, il faut savoir qu'à l'époque, on avait le baromètre pour savoir si tu buzzes, c'était beaucoup la street France, c'était bouche-oreille. C'est bouche-oreille. Et la première semaine de Prémisse, par exemple, parce que le CD, en fait, on l'avait vendu exclusivement à Tours. Des disquaires de Tours, la Fnac, on avait réussi à le mettre en Fnac. Et le Temple aussi, non? Le Temple, un peu, tu sais, des petits disquaires d'ici là. On a mis dans quelques villes aussi en France, notamment à Paris, dans quelques Fnac à Paris, 2 ou 3 Fnac, Châtelet, et puis je crois Saint-Lazare, on l'appelait à l'époque. Et c'était tout, c'est Paris, Tours. La première semaine de Prémisse, c'est la Fnac qui nous rappelle. Ok. Voilà. Pour dire qu'il fallait rajouter des CD. Tu vois? Mais comment la promo? Ouais, c'est le bouche à oreille qui fait attention. Prémisse, justement, vu qu'on avait pris la décision de bien structurer le mouvement, la communication, à l'époque, c'était beaucoup de street marketing. C'est ça qui se faisait. À l'époque, c'était le classique. Street marketing, donc flyers, stickers, tu vois, affiches, etc. Mais l'activité artistique de Zone of Block, enfin, m'a préparé à devenir ce que je suis. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça peut porter à confusion, mais en fait, c'est lié. Ça va trop tracer, donc les gens vont comprendre, tu vois. C'est lié. Donc la Fnac nous rappelle, il fallait les céder. On a dû ravitailler peut-être 2 ou 3 fois à la Fnac. D'accord. Voilà. Du coup, c'est un peu logique, c'est notre ville, donc le plus gros score de vente, c'est à la Fnac. Tu te rappelles le nombre de copies qui est parti pour avoir 2-3... Pour le premier projet, là, je peux pas trop te rappeler, mais je sais que on a eu un premier chèque de la Fnac, je me rappelle plus trop de combien, mais il y a eu un premier chèque de 1000 et quelques, je sais plus. Tu vois, à l'époque, les CD se vendaient à 6, 7, 8 euros. Non, récupérer 6 euros, 7 euros, voilà. La Fnac a une commission là-dessus. Bref, on a eu un premier chèque de la Fnac quand même, tu vois. Et à partir du moment-là, on a compris qu'il y avait un enjeu commercial. Ok. En partant de l'échelle de Tours, vu les résultats, on s'est dit, il faut qu'on essaie d'amplifier pour voir si on peut couvrir l'échelle nationale. Ok. Tu vois? Par conséquent, c'est pas la même stratégie. Et c'est pas la même trésorerie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, comme depuis
tout jeune avec le collectif Zone Afro, j'étais déjà rodé à démarcher les salles pour pour les jeunes, pour la vie, pour qu'on fasse nos répétitions et concerts, etc. Donc j'avais déjà l'habitude de contacter, de démarcher en fait. Par conséquent, moi j'ai démarché directement les médias. Ok. Quitte à me déplacer. Donc je faisais beaucoup de voyages sur Paris. Ok. J'allais moi-même. Ok. Je prenais rendez-vous, j'allais voir les directeurs de communication, de programmation de tel. Bah après, ça se faisait pas comme ça. Il y a des entretiens avant, t'envoies des mails, ils échangent, ils voient, ils mesurent la température. C'est là où faut être quand même, je pense qu'il faut être rodé quand même, faut avoir des arguments pour avoir des arguments. Les arguments, tu vois. Faut convaincre toi-même. Faut convaincre. Faut arriver à convaincre. Faut arriver à convaincre. En vrai, c'est ça le plus difficile. La première étape avant le clip avec LRL, c'était le clip À nous la France. Ok. Ça, c'est un clip qui est issu d'un mixtape de la Zone of The Game is Over Volume 1. Ok. Ça, oui, c'est vrai qu'il passait déjà il passait déjà ça. Et ça, en fait, mine de rien, c'était bien de penser notre stratégie par rapport à ce qui allait suivre. C'est qu'en fait, on est rentré en contact avec Trace. Ok. Moi, j'ai expliqué à Trace du fait que nous, on a il savait qu'on était de province. Et il y avait déjà le projet des États-Unis. Okay. On savait pas encore comment ça allait se dérouler. Okay. Il y avait déjà le projet. Ce projet, j'en ai parlé aux médias, en particulier à Trace. J'aurais dit qu'on a ce projet. Mais, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est que, pour ce projet-là, il est prévu qu'on ait une certaine trésorerie quand même pour le pousser au maximum. Mais il faut qu'il y ait un retour. Il faut que vous me donniez au moins la force pour la mixtape qui tourne en ce moment. Pour préparer justement des gros trucs qui arrivent après. Tu vois? Bah, je pense qu'il les a impressionnés. C'est comme ça que t'as réussi à négocier le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça les a impressionnés quand même parce qu'ils se sont dit, quand même, les gars là, ils viennent de là-bas, ils voient déjà loin. Confiants. Ils sont confiants. C'est ça, en fait, c'est ça. Tu te prends ça, en fait. En fait, c'est ça. Après, je pense que le directeur artistique de l'époque, il avait quand même une certaine culture hip-hop, tu vois. Il avait compris ce qu'on voulait faire. Ok, d'accord. Il avait compris ce qu'on voulait faire. Naturellement, il s'est dit, il n'avait pas de raison de ne pas nous donner la force. Okay. Donc, du coup, notre premier clip qui est entré, vraiment, c'était À nous la France. Mais en sachant que ça a annoncé, parce que Trace savait ce qu'elle arrivait après. MTV savait ce qu'elle arrivait après. Tous les médias, ils savaient ce qu'elle arrivait après. Tu vois? On n'avait pas encore ficelé, mais ils savaient qu'il y a un groupe là qui arrivait avec des trucs. Donc, quand la France est rentrée, ça, qu'en venant, ça a été vu, même dans le milieu, les gens, ils savent. Hein. Je vais te raconter une anecdote. À nous, la France est passée. Je vais au Steta pour concrétiser le projet avec LRL. Je rentre. Bon, faut savoir, quand je suis parti au State, au moment où on a pris les billets, on a confirmé que le projet, il va se faire. Trace était au courant. MTV était au courant. Et tous les médias, la presse hip-hop de l'époque, ils étaient tous au courant. Donc, en fait, il y avait déjà des pages de couverture qui étaient en attente de mon retour pour promouvoir le truc. Bah, les télés, elles attendaient le clip. Donc, en fait, moi, quand je suis parti, je savais qu'il y avait j'étais attendu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je savais que j'étais dans Rap Mag. Je savais que j'étais attendu. Et quand on est rentré, bon, je dirais que j'ai fait quelques jours sur Paris où il fallait faire la rencontre médiatique, présenter le clip, tout ça. Non, c'était drôle quand même quand... Ah, t'es parti présenter le clip directement à la chaîne et tout? Il y a des rendez-vous. En rendez-vous, tu mets le clip. Parce que même s'ils attendent, il faut qu'ils valident aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on te présente, du regard. C'était drôle quand même de voir les réactions. Tu sais, des gens qui contiennent leurs réactions. Tu vois. Je veux dire, ça se voyait que ils se posaient beaucoup de questions, tu vois, mais ils se retenaient. Et moi, ça me faisait marrer, tu vois, c'est des petits moments comme ça qui étaient drôles. Même déjà de le faire, je pense que quand tu t'avances sur certaines choses, est-ce que la personne elle va vraiment concrétiser, elle vient de tour, etc., un feat avec une grosse écurie américaine, est-ce que ça va se faire?
Du coup, par contre, tu vois, quand on est arrivé, ils ont validé le clip et tout. Il fallait aussi confirmer les accords que nous on avait, Ok. tu vois, auxquels on s'était engagé. Ok, d'accord. Donc, du coup, il fallait prendre les couvertures de magazines. Ok. Faut savoir que ces médias là, Trace, Sont connectés. sont connectés. Ok, Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Donc, on a pris des couvertures sur la presse, papier, couverture sur Trace. Parce qu'on avait des spots publicitaires qui passaient. Même Ok, au-delà d'accord. des clips, il y avait des spots publicitaires qui passaient. Ok. Faut le savoir, ça. Et des spots aussi sur MTV. Hmm. Les spots avaient commencé à de tourner quelques temps avant que les clips rentrent en playlist. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir fait ça, en vrai, c'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est comme Rap City. Ça, c'est Rap City, je crois. Le magazine? Ouais. Rap Mag. T'étais sur Rap Mag. Non, Rap City. Rap City, Le truc US. Rap US, excuse-moi, Rap US. Rap US, ok. Oui, c'est vrai Rap qu'il US. y a une vidéo qui montre ça, que Rap t'étais sur US. le magazine US. Le premier français. Le premier artiste français, rappeur français à figurer dans Rap US. Je vais pas dire que c'était moi, je dis c'était nous. Tu l'as encore le magazine ou pas? Le magazine, peut-être dans les archives. En tout cas, il est sur Internet. Mais tu peux trouver sur Internet. Ouais. Rap US. Mais ça, c'est l'avantage parce que j'étais en fit avec un carré. Parce que j'ai. Et ça les a intrigués, ça. C'est à notre échelle, surtout d'où on sait d'où on vient, de Tours, se figurer sur franchement, un truc que tu regardais outre-Atlantique, t'es dedans. C'est une victoire. Honnêtement, c'est une sacrée victoire. De ouf, c'est clair. Honnêtement, c'est une sacrée victoire parce que en fait, symboliquement parlant, c'est une sacrée victoire. Ouais, c'est vrai. Clairement, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, que nous, on n'ait pas su convertir ça, c'est autre chose. C'est ce que je veux dire. On va y arriver, voilà. Justement. Mais symboliquement, c'était une sacrée victoire. Avant de conclure un peu sur le chapitre Zona, et de parler là de cette petite, de conclure là-dessus, justement dans Serious Business, le son que t'as fait avec Elrel, t'as dit, grâce à nous, la France est respectable. Zona for Mike, c'est du vrai spectacle. Tu commences le couplet comme ça. T'arrives dans le couplet, tu commences comme ça. Ça veut dire que quand le truc, ça passe en TV, à Trace TV, etc., les gens qui regardent ça, ils se mangent ça dans la tête. Mais là, ma question c'est, même si t'as un peu répondu au début, d'où vient cette confiance en toi? J'ai écrit un jour, je crois la veille avant d'aller aux États-Unis. Je crois que j'ai écrit la veille. En fait, une fois que tout était calé, c'est là que j'ai écrit. C'est ce que je te dis. C'est le sentiment d'accomplissement que j'avais à ce moment-là. Je savais que j'allais être le premier, quelque sorte de premier, à faire certaines choses par rapport à juste cette collaboration. En indé, de ouf. En indé, tu vois, je savais déjà. Je le savais. Genre, le fait que, donc, une fois que on a attendu que tout soit calé, et ce sentiment-là, tu vois, d'accomplissement, ça m'a mis à l'aise. Dans tous les cas, moi, je me disais que en featuring, même si on ramenait Cameron, fallait que je le bouffe. De toute façon, je considère que j'ai bouffé Elrel. Moi, je considère que j'ai bouffé Elrel parce que, au vu de ce que j'écris, la portée du message que j'écris là, lui-même ne peut pas comprendre pourquoi j'écris des pareil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, le contexte était vraiment significatif. Tu vois ce que je veux dire? Et je le savais du fait aussi que, quand j'échangeais avec certains directeurs de médias, ils étaient impressionnés, donc ils me faisaient comprendre que, franchement, c'était quand même osé. T'as réussi quelque chose. Parce que ils me faisaient comprendre que c'était quand même osé. Avant même d'y aller, hein. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris. Paris, j'ai saigné Paris. J'ai croisé des têtes là-bas, tu vois, mais des têtes, on se croisait comme ça parce que tu vois, ils calculaient pas parce que voilà, pour eux on n'était rien. Mais je savais que dans quelques semaines là, ils allaient manger quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On a la preuve. La fine, il m'en a touché un mot. On se craigne. À la gare de Tours là, il a dit c'est pas toi qui fais le featuring avec Elrel là. Et dit oui, c'est bien moi.
Il était venu faire un show à Tours ou il était venu... Oui, La Fouine, c'est un des premiers artistes que j'ai fait venir à Tours quand je me suis lancé dans l'événementiel. Et moi, j'ai fait venir en tant qu'organisateur, mais lui, il m'a parlé parce qu'il m'avait reconnu par rapport au feat avec El-Reg. Et t'as dit quoi dessus? Non, mais il m'a chuchoté à l'oreille, c'est toi. Ah, bien, gros, bien. Mais tu vois, par exemple, ça, là, c'est bien, il a reconnu. Mais c'est ça le problème en France. Il a reconnu, et c'est ce que t'as dit. Il y a beaucoup de gens qui se sont mangés, non seulement les punchlines, mais qui ont mangé l'audace. Ouf. Ça a chicoté plein de gens. Mais c'est qui ce mec? Plein de gens se demandaient, mais c'est qui eux? C'est qui? Comment ils ont pu faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais après, nous, c'est au prix de beaucoup de sacrifices aussi. Ah, bon, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. On avait, comme t'as dit, on avait la détermination. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, on a sacrifié plein de choses, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on y croyait. Quels étaient juste pour conclure ça, les impacts d'avoir un clip qui passe en télé aussi? Au niveau du public, donc t'as eu des rendez-vous peut-être majeurs, etc. Et au niveau du public, etc. Comment ça s'est ressenti aussi, avant de conclure? Par exemple, c'est des drôles, juste en face, là où, en vrai, là où en face, avec le Charcot, là. J'étais, en voiture avec un ami. Il y a une voiture devant nous. Je sais pas comment la voiture a fait pour nous reconnaître. La voiture s'est arrêtée. Descend de gens en pleine rue. Faut le féliciter, Black Tech, franchement. Et c'était un frère robot, comme, tu vois, même avant, on était en conflit, maintenant, les robots, on comprend que c'était la même famille, ils ont représenté la même ville, tu vois. Faut dire qu'après, c'est pas les fouilles là, il y en a, ça s'est estompé. Ça s'est estompé, et bizarrement, c'est plus les robots qui me reconnaissaient dehors avec des bacs. Ok. Je te jure. Ouais. T'ont montré du love, etc., c'est con, bien, tout ça. Et ça dans la rue, en fait, c'était du coup, tu vois, moi comme j'aime pas trop en vrai, j'aime pas trop les mots comme ça, tu vois. Donc j'ai commencé à éviter certaines zones, en fait, tu vois. Il y avait trop de gens, tu vois. Parce que j'ai même essayé une fois d'aller dans le Vieux-Tour avec des potes de l'époque. C'était pareil. Ça a trop connu, fait beaucoup. Ouais, ça m'a arrêté, tout ça. Après, j'ai dit au gars, donc je reconnaissais dans la rue. Justement, c'est pour ça, ce truc de lumière, quand... Maintenant, le problème de la lumière, c'est que c'est la lumière qui a détruit le bloc. Zonaf. Je vais t'expliquer pourquoi. Une fois, on a commencé à avoir un pied dedans. Ouais. Ça a duré quand même, je crois, 2 ou 3 ans où on avait le pied aux portes de l'explosion réelle. Du game. Tu vois? C'est un exemple simple. Pour préparer prémisse, je me suis exilé chez un ami à l'époque, un ami d'enfance, Keps. J'étais dans son garage. J'ai dormi là-bas. Préparer les instruments de prémisse. Et, à l'époque, déjà, le manager de La Fouine était venu me voir là-bas. Ok. À l'époque, déjà. Le manager de La Fouine est venu me voir là-bas. Il s'appelle Momo. Pourquoi? Parce que les débuts de ma carrière événementielle, mes premiers pas dans l'événementiel, sont faits à la fin, après avoir sorti le premier projet prémisse. D'accord. Tu vois, au début du premier projet The Game is Over 1, c'est là j'avais mis les premiers pas. Vers 2006, 2007, etc. Entre 2007. 2007 avec 2007, je crois que... Les premiers pas vraiment où je tâtais un peu. Ok. Et étant donné que quand j'avais dit que La Fouine c'est le premier artiste vraiment que j'ai fait qui avait bien voulu voir parce qu'à l'époque il avait sorti son unité là avec Michel Soko. Et c'est les premiers vraiment avec qui j'ai eu un contact, tu vois, un peu qui sont dans le guerre et voilà. Okay. Ils sont venus me donner la force. Ok. Moi je suis clairement par rapport à ça, je m'aimerais jamais clasher La Fouine, je sais pas quoi, même s'il y a beau faire ce qu'il veut. Je suis jamais dans cette optique-là parce que je reconnais que les gars là, c'est le premier, ils sont venus me donner la force. À dire, ouais, ils sont venus me donner la force. Ils sont venus sans avance, sans rien, ils sont venus, ils ont fait le concert au centre de ville du Sanitas. Ok, d'accord. Ils sont venus me donner la force. Ok. Tu vois, après on a fini en after de boîte là. Mais
t'es là, vraiment, le manager, c'est lui qui était derrière tout ça. Ok. Et en venant, il a découvert que nous-mêmes, on était dans le son. Ok. Tu vois? Et, donc, on échangeait régulièrement. Quand il a eu des échos de la sortie de Prémisse, il a écouté le projet, il est venu, surtout. Ok, d'accord. Il est venu nous voir là, pour dire, mais gros. Par rapport au prod, par rapport au... L'intrigue. Ok, d'accord. Il est venu parce qu'il comprenait pas comment on pouvait faire, on pouvait pas. La fille, il a pris sa voiture, ou Non, le manager. le manager, ok, d'accord. Ok, d'accord. Momo, il est venu en voiture. Ok. Et ces gars, ils sont venus nous voir jouer un tour. Parce que je pense qu'il veut me faire entrer dans, il veut me dire, gros, arrête tout ça, rejoins-nous. On va poser ensemble. Ok, d'accord. Gros, c'est ça, je pense que l'optique, c'était ça, parce que, j'ai dit, bon, moi, je suis avec un gros depuis tout jeune. Je ne vois pas Partir comme ça, voilà, tout ça ensemble, parce que moi, en fait, c'est ça mon défaut. Mon problème, c'est que, c'est comme je t'ai dit, Zonaf, c'est une sorte de famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas me permettre même, peu importe la somme. Parce que il est venu avec des valises remplies de baguettes et compagnie. Pour me faire, déjà, tu vois, m'aguicher un peu. Il y a des sacs dans tous les sens. Tiens, choisis ce que tu veux. Et ça commence comme ça. Viens, Ronan, viens. Temporise d'abord. J'ai dit, ouais, faut que je voie avec les gars. Mais je voyais que les propositions étaient axées que sur moi. Est-ce que j'étais con ou pas con? Mais en tout cas, c'est le choix que t'as fait. C'est le choix que j'ai fait, premièrement. T'as décliné, j'ai pas décliné. T'as parlé avec j'ai pas décliné frontalement. Ouais. Mais il voyait que j'étais hésitant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, le premier album du projet de Zonaf, à cause de Games Over Volume 1, là, du fait qu'on a fait se tourner, là, et moi, ce que je faisais, c'est que quand le clip tournait, j'envoyais le clip à tous les médias, à tous les majors et compagnie. Donc les DA, il y a plein de DA qui dans leur mains, ils voyaient. Recevaient. Et ça leur parlait parce que le truc tournait aussi en télévision. Et j'ai un retour du directeur artistique de chez Sony, secteur rap, qui s'occupait de la FNU, la FFF, ça, la FF et NTN. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on me convoque chez Sony. Sur À nous la France, quand le clip, ok. Donc quand ça tourne, quand c'est le temps de la nouvelle là. Donc on monte, je discute avec le DA, on fait connaissance, on nous fait écouter les prods, le projet. On écoute les prods, je dis ok. Bah, tiens, attendez-moi dans le hall là, je vous appelle dans quelques minutes. On attend dans le hall, boum, on voit, comme par hasard, la film qui débarque en urgence. Avec son équipe. Ils vont dans le bureau. Le gars, il me dit, c'est bizarre. Tranquille. Ils partent, on se check, boum, boum. Le DA nous rappelle. Il me dit, bon, je vais me chercher ce soir-là, on va en studio. Quand la film, il a enregistré son album, où il reste un chien. Avec, avec Boober. Je me rappelle plus du nom de la film. Cet album-là, on était là en studio. Avec le DA, son directeur artistique. Donc, il nous a ramenés là-bas. Il y avait d'autres gars, il y avait Core Escape, les producteurs. On se rend compte que Escape et Core qui ramenaient des beats pour leur film. Donc, le DA, lui, il m'a ramené pour que je ramène aussi des beats à la film. Ok, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et dans une autre salle d'attente, il y avait l'Éloquence. Ok. Tu vois? En attendant que la film se libère, Éloquence, écoute, non, mais vous êtes qui, vous? Non, on est là, on ramène les beats, tout ça. Il dit, faites pas écouter. Éloquence, je pense que ce jour-là, il a dû regretter beaucoup de choses. Il a écouté, il est devenu fou. On est là, on fait comment? J'ai ma mixtape pour préparer, nanana. J'ai dit, bon, prends notre niveau, on se capte après, tu vois ce que je veux dire? Et jusqu'à ce que la fin n'a pas quand il finit d'enregistrer avec Forest Cap et compagnie, il vient nous voir. Bon, le problème qui s'est passé, c'est que quand il a écouté, je pense que c'est ça le problème de le game, c'est que je pense qu'ils ont des accords entre eux fermés. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait déjà des engagements avec certains, majoritairement eux, là. Tu vois, il y avait eux, Animation,
Tu vois, il y avait Animal Son, eux, et DJ Medji, je crois. Je crois que c'était DJ Medji qui faisait les prods pour la film. Et il nous a fait comprendre, les gars, franchement, on aurait dû se voir plutôt, il faut qu'il voit avec le DA s'il peut placer une ou deux prods parce que il a déjà les engagements des grosses têtes qui sont là. Non, on a fait comprendre, gros, nous, on est là juste, nous a dit de venir. Il dit gros. Soit tu veux écouter. Ouais, il écoutait, c'était après. Okay. Il réfléchissait. En fait, il savait pas, en fait, je pense qu'il avait bugué sur 3 potes. 3, tu vois. Ouais. Il avait bugué de ouf. Mais, je pense que nous, quand on est arrivé, il était déjà à un stade très avancé de l'album. Donc, je pense qu'il avait déjà, c'était plus ou moins déjà verrouillé au niveau des sons, tu vois. Ça veut dire quand même, juste pour resituer, de l'envie de Tour de s'émanciper pour avoir des beats. C'est ça. Avec ta souris. C'est ça. Jamais de piano, souris. Souris sans cesse. T'as quand même atteint un niveau où t'as pu proposer, être contacté par des DA, des maisons de disques, etc. Depuis les Rives du Cher, aller à Sony, à proposer des prods pour La Fouine, par exemple, exactement, etc. Ce que j'ai. Et donc après, ça s'est fini, voilà, après, comme ça. Après, le lendemain, on repart dans le bureau, faire le point avec le DA. Il me pose une question simple. J'étais avec Tyson dans le bureau. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il me demande qu'est-ce que je veux. Ça, c'est une question très piège. Parce que quand t'es quelqu'un comme moi, qui manque d'expérience du business. Non, comment tu manques d'expérience du business? Ouais. En plus du peu que tu sais, c'est lié aux gens avec qui t'as grandi. Bon, la question là, tu sais pas toi si le gars te demande si ça s'adresse à toi directement ou si ça s'adresse à ce que tu présentes. En fait, tu vas se dire, parce qu'il savait que je représentais quelque chose. Si ça s'adresse à toi ou si ça s'adresse à Zonaf. Ok. Il savait que je représentais quelque chose. Non, qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé Tyson pour laisser répondre en premier, mais je pense que il était tétanisé. Il regarde. Et moi, j'ai dit, bon, nous, ce qui nous correspond le mieux, à ce stade-là, de l'évolution de notre mouvement, c'est d'avoir une licence. Ok. Le principe, en gros, de la licence, c'est que, nous, on produit, moyennant parfois une avance de la maison de disques. Ok. On produit le projet, et eux, le distribuent. Ok. En gros, c'est ça. Donc, le DA a dit, bon, il va voir, il va réfléchir, il me tiendra au courant. Sauf que les discussions sont poursuivies par mail. Ok. Il était clairement question que les signatures soient portées sur moi. Ok. Tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu le sentiment de ne jamais faire cavaler seul, comme si je me trahissais moi-même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Si tu signais, sans tout ce qui a fait que je sois là. Ok. Parce que j'ai, en gros, tous mes compagnons. Et, au final, ça en était resté là. Est-ce que tu penses, avec du recul, que c'est peut-être pas la stratégie qu'il fallait employer? Commercialement parlant, c'était pas la bonne stratégie, c'est sûr. Mais après, le plus important, c'est d'être en paix avec toi-même. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'un point de vue purement, d'ailleurs, parmi tous les gars là, j'en connais aucun qui aurait pris la décision. Clairement. J'en connais aucun. Mais, comme je t'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'être en paix avec moi-même. Moi, le problème, c'est que le mouvement Zonaf, ça va au-delà de tout ce que ça peut générer. Parce que toi, quand tu dis aux autres, bah, j'ai ça comme possibilité, enfin, il y a ça comme possibilité qu'on me propose à moi, c'est mal perçu, c'est bien perçu, c'est... Tu sais jamais vraiment comment c'est perçu. Parce que je suis pas dans la tête. Même si c'était des frères, ça reste toujours mes frères. Mais tu peux jamais savoir ce qu'ils pensent vraiment ton frère. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est qu'il y ait de la communication. Le plus important était que, en tout cas, Tyson en particulier était au courant. Ricard était au courant qu'il y avait une possibilité avec Sony. Mais cette possibilité ne s'est pas faite. Je sais pas s'il a compris, parce que du fait que
la possibilité était axée, centrée sur moi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, j'ai décliné. D'accord. OK? J'ai eu cette facilité aussi à décliner du fait que si on était arrivé là, c'était par nos propres moyens, mine de rien. Tu vois ce que je veux dire encore? Tu dis que vous allez continuer un peu dans cette... Voilà, on va continuer dans notre voie parce que mine de rien, on était aux portes du game par nos propres moyens. La seule chose que je veux dire. Ah, de ouf. C'est pas comme c'est pas Sonic, ils sont venus à Tours pour nous chercher, nous proposer des trucs. C'est parce qu'ils ont vu quand on avait quelque chose. Les portes du game. Tu vois ce que je veux dire? Vous connaissez bien ce terme-là, les portes du game. Donc on y est arrivé par nos propres moyens. Par conséquent, je me suis dit, bah, c'est peut-être rien d'un certain point de vue. Mais de mon point de vue, moi, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Parce que pour arriver à ce stade-là, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de moments passés, de sacrifices même avec mes frères d'armes, il y a eu beaucoup de sacrifices. C'est ce que je veux dire. Je me voyais pas trahir tout ça, juste pour percer. Même si ça aurait peut-être permis que les autres percent après. C'est pour ça que... Même si ça aurait peut-être permis. Mais en même temps, c'est pas une certitude. C'est pas une certitude et je pense que effectivement là le fait que je le dise comme ça parce que c'est la première chose qui est est-ce que c'est pas ça qu'il fallait pour après ouvrir la porte aux autres? En fait, c'est qu'à l'époque on voyait pas les choses comme ça, je pense. Oui, non. À l'époque, en fait, les gens on voyait pas les choses comme ça, c'est soit t'étais ensemble ou seul, enfin ça faisait bizarre, etc. C'est ça, mais au vu des divergences qui sont installées après dans le crew, en fait c'est presque une volonté divine que ça se soit pas passé comme ça. Je t'expliquais pourquoi, parce que le peu de visibilité, de lumière qu'on avait déjà commencé à transformer les membres du mouvement. Ça veut dire qu'on s'est considérablement transformé. C'est-à-dire il y avait maintenant mine de rien, on va appeler un chat. Hein. Il y avait un peu de jalousie qui commençait à s'installer du fait que beaucoup considéraient que toute la lumière était sur moi. Même si au départ, ils ne le pensaient pas. Tu sais, quand un groupe quand un groupe brille comme le nôtre, faut faire gaffe aux parasites autour. Il y a des parasites autour, c'est eux le plus grand danger. Quand vous êtes en collectivité, déjà, c'est difficile de maîtriser toute la collectivité, mais c'est encore pire quand il y a d'autres parasites autour de la collectivité. Pourquoi? Parce que la Chine peut venir d'un seul. Il suffit qu'il y en a un seul qui soit influencé ou corrompu par une influence extérieure pour empoisonner l'intérieur de tout le collectif. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que dis-moi tout, on dit les vraies choses. Oui, le problème, c'est bien. Mais c'est la vérité, parce que il y a, je donne un exemple simple, il y en a, par exemple, à qui il doit revenir, mais pourquoi c'est pas toi qui es devant, pourquoi lui? Et ça mange le cerveau des humains. Ça mange le cerveau, parce que moi, je te dis un truc simple. Je te dis, il y a un moment dans le mouvement, on était un pour tous pour un. Frérot, on a fait des promos nocturnes, à pied, à vélo, en train de tous ensemble. Affichage. Tous. Frérot. Un moment, quand on connaissait Zonaf Block, en vrai de vrai, les gens connaissaient chaque membre. Un moment, à ton cas touristique, les gens connaissaient chaque membre. Tu vois ce que je veux dire? Même des gens, à un moment donné, c'est-à-dire le mouvement était tellement parti loin, ceux qui n'y étaient même pas, juste du fait qu'ils étaient proches, en bénéficiaient. Ils ont ajusté. Comment s'appelle le Saoudien, là? Comment ça s'appelle? Moulin Omar. C'est que lui, j'ai vu à Paname, à Opium, il va leur mettre des punchlines dans la tête, tout ça, au magasin, au shop et tout ça. Quand j'ai vu tout ça, Moulin Omar, t'es à Paname maintenant et tout. Frérot, mais attends, toi tu rigoles, Moulin Omar. Tu dis c'est un mec d'Orléans à la base. Frérot, il nous a suivis, c'est-à-dire il a déménagé d'Orléans pour venir être avec nous à Tours. Sérieux? C'était où? Moulin Omar, c'était un gars d'Orléans. Non, mais il est pas venu pour ça, il t'a fait ou truc. C'est ouf. Frérot, Moulin Omar est venu ici à Tours. Pour rentrer dans la zone AF.
peut-être pas pour rentrer, mais il voulait vivre cette expérience avec eux. Je te dis. Ouais, ça a un vrai impact. La fin de Zonaf et la conclusion un peu que tu peux tirer de ça et surtout bah dans ce contenu 10 mois tour de transmettre ça à la scène actuelle, parce qu'on a une grosse scène actuelle qui veut pousser, qui veut emmener le truc de notre région haut, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire surtout, je pense, pour la gestion de la lumière, quand tu commences à avoir de l'intérêt sur toi, etc. Et la lumière, le problème c'est que pas compte à quel point ça bouffe. La lumière ça bouffe, c'est destructeur. Si on gère pas, si t'es pas sûr de tes appuis et des gens autour de toi, la lumière, ça peut être dangereux, comme tu viens de le dire. Ça révèle un peu certains trucs. Bien sûr, ça révèle, parce que, en fait, j'explique. Tu sais, le problème de la lumière, c'est que ça te fait miroiter beaucoup de choses. Ça te fait miroiter le pouvoir, l'argent, les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Tous les trucs qui sont propres aux jeunes, en fait, tous des fantasmes de jeunes, tu vois ce que je veux dire? Et si t'es quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ces trois choses-là, ces trois critères-là que je viens de citer, le pouvoir, l'argent, les femmes, ça te mange. frérot, t'es mort. Ok. T'es mort parce que, pourquoi j'emploie le mot t'es mort? Parce que même les piliers, c'est-à-dire moi, Lyrica, Tyson, à l'époque il y avait Resco, Resco, ça. Ouais, il y avait Resco, Soulboy, Window, votre DJ officiel, Window. Même, c'est-à-dire, même eux, ils ont pas compris que le nerf de la guerre, l'argent, c'était le nerf, c'était un moyen, c'était pas une fin. À notre stade, à nous, l'argent était un moyen, c'était pas une fin. Bien sûr. C'est-à-dire, c'était pas l'époque de commencer à penser combien je dois toucher, combien je dois avoir. Non. On était encore dans une phase où développement. Il fallait encore se développer. C'est-à-dire que le temps du sacrifice n'était pas encore terminé. Mais la télé, les premiers trucs, etc. Il y en a qui ont commencé à imaginer, wow, vous croyez que lui, le clip passe à la télé, vous croyez qu'il touche pas? Il doit toucher des billets, vous avez rien. Ah ouais, c'est bon. Alors que ça rapporte R à ce niveau de la compétition. C'est de l'investissement, c'est de la communication, c'est du marketing. Bah oui. Mais toi, tu sais pas, mais c'est facile. Ça m'intrigue, ça. Mais c'est très facile que ça bouffe des gens. Si les gars sont pas forts ou sont pas cultivés, c'est mort. Moi, en fait, je suis fort parce que je sors de la guerre. En vrai. J'ai pas toujours été le mec déterminé que tu crois. C'est vrai que j'ai toujours une fibre d'entrepreneur parce que depuis tout petit, j'ai toujours engrainé mes potes, même au bled. Hein. On partait faire des chasses bizarres, on partait à l'aventure, mon gars, dans les forêts. Tu vois, on partait dans des expéditions de ouf, quoi, ici, tu vois. Une fois qu'on s'est arrivé aux portes du game et que les gens, comme ça, le problème, c'est que mon blaze, comme c'est, prenait un peu le dessus par rapport au nom du groupe, tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, t'as les frérots dans le coin de table qui te guettent comme ça, ils commencent à imaginer des trucs. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir certains retours sur, les attitudes de certains membres du groupe, les piliers, des retours par rapport à, du coup, même leur vision, les propos qu'ils tenaient. La feuille de route était plus respectée. Parce qu'il y en a qui considéraient que c'était pas à eux de faire ça. D'accord. C'était plus à eux de faire ça, maintenant. En fait, tu vois, ça a remis en cause pas mal de choses et des tâches qui étaient naturelles, elles devenaient parce qu'il y en a plus calculées peut-être. Il y en a qui considéraient que le statut maintenant faisait que, et maintenant il y a des problématiques de statut maintenant qui entrent en cause, d'ego. Pas à ce niveau. Frérot, alors qu'on n'a encore rien. Je te jure. Tu te souviens? Je te jure. On n'a encore rien, on n'a encore rien fait, mais il y en a qui se sont laissés matrixer facilement. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça de loin, j'ai vu la chute. J'ai clairement la dernière conversation que j'ai eue avec Tyson, c'était une conversation très 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 forte. Il n'a pas compris pourquoi je peux aujourd'hui, je pense. Peut-être avec l'âge, peut-être qu'il a compris, mais je pense que il faut peut-être qu'il regarde la vidéo, qu'il comprenne pourquoi je l'ai froid avec lui. Parce que lui, c'est le témoin direct de tout ce que je te raconte. Toute la vie de Zonaf.
De A à Z. Jusqu'à Zona Block, jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Il est le témoin direct. On peut pas dire Black Tech sans Tyson. C'est ce que je veux dire. On peut pas dire Black Tech sans Tyson. Tout comme moi aujourd'hui, j'aurais pas été sans Madjela. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a mis dedans. C'est bien de le dire. Maintenant, dans le développement, l'histoire, l'évolution du mouvement, là, on peut pas me dissocier à Tyson. Ah, Tyson. C'est ce que je veux dire. C'était le témoin direct. Par conséquent, il était censé être, autant que moi, des garants. Protéger ce truc-là. Mais je pense que il a mangé la pomme, mon frère. La pomme, là. Le jardin d'Éden. On verra s'il voudra venir pour expliquer sa version Faut le convoquer. des choses. Mais du coup, pour la scène actuelle, au niveau de la lumière, le conseil, l'erreur, c'est l'entourage. L'entourage, c'est... Rester les pieds sur terre, c'est qu'est-ce que tu peux leur dire? Rester les pieds sur terre, c'est vague. Parce qu'en fait, c'est très vague. Ça veut rien dire rester les pieds sur terre. Tout dépend de ta mentalité déjà. Premièrement. Et deuxièmement, effectivement, de ton entourage. L'entourage peut être bénéfique comme destructeur. Nous, ça nous a détruit. Zona Block, l'entourage, ça nous a détruit. Parce que moi, si j'ai un conseil à donner aux petits, vaut mieux bâtir quelque chose avec des gens qui te sont étrangers, mais avec qui vous avez les mêmes convictions. Ok. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ok. Qui partagent un idéal de réussite commun, vaut mieux aller, et des valeurs communes. Vaut mieux prendre des étrangers, mais avec qui vous avez les mêmes convictions, plutôt que c'est un peu l'erreur qu'on fait tous, de miser sur les gens avec qui vous avez l'affinité, tu vois, le lien solide depuis peut-être l'enfance. Parce que ça a tendance à, on a tendance à croire que ça mérite, on peut accorder une confiance aveugle aux gens avec qui on a grandi. On a tendance à le croire. Et c'est humain. Et c'est normal. Parce qu'il y a l'affectif là-dedans. Les gens avec qui t'as fait les 400 coups, tu vois, naturellement, tu leur fais une confiance aveugle. Mais en réalité, quand les choses prennent une certaine dimension, comme t'as dit, quand la lumière vient, ça révèle les gens. C'est-à-dire ceux que t'as connus sous une certaine facette quand vous étiez petit, il n'y avait pas la lumière. On aurait grandi tous dans la lumière depuis tout petit, ça aurait pas été la même chose parce que comme on a grandi dedans, on se sait. Mais quand la lumière arrive, vous surprend en plein parcours comme ça, là, malheureusement, c'est là que tu peux avoir des mauvaises surprises. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, c'est ça qui a acté, qui a marqué un point final au mouvement Zonaf, en fait. Ok. Merci, frère. Ça fait plaisir de revenir sur tout ça. Maintenant, on va passer sur la partie... Nous ne pouvons pas cesser de répéter. Ça galère, j'y arrive pas, donc manie, je réessaie. Tu veux t'amuser à venir tester notre respect. Attention, si tu crains pas la peur, tu vas y rester. Et c'est notre camp de base, toujours en place. Je suis fier de ma ville, donc je prévois des grands bails. C'est mon camp de base. Je suis fier de ma ville, donc on prévoit des grands bails.